Bonjour, donc Michel Josset, je suis le directeur assurance et immobilier de Foressia et en charge de la commission dommages de l'AMREI. La perte d'exploitation sans dommage. C'est un peu le serpent de mer de Deauville, voilà, un marronnier. Chaque année, un atelier organisé sur le sujet. Et puis on y raconte toujours un peu la même histoire. Donc à l'origine, il y avait l'assurance des dommages, et puis ensuite l'assurance des frais supplémentaires, des pertes d'exploitation. Et puis ensuite, l'assureur est venu couvrir les risques de carence du fournisseur, carence client, carence des fournisseurs de fournisseurs, carence des fournisseurs de clients. Et finalement, quelle est la suite de l'histoire? Donc on se dit, voilà, maintenant que le sujet carence est réglé, l'assureur ou les assureurs, dans un bel élan unanime, vont venir couvrir la perte d'exploitation sans dommage, c'est-à-dire tout le reste. Alors si vous êtes là pour entendre cette belle histoire, je pense qu'il faut vous boucher les oreilles, voilà, ou sortir de la salle, parce qu'on va vous raconter une autre histoire. Donc ce qu'on constate suite aux entretiens, aux enquêtes que l'on a fait en préparation de cet atelier, c'est qu'il y a eu une raréfaction de l'assurance sur ces sujets. L'open bar est fermé et les assureurs ont jeté la clé dans le port de Trouville. Alors cela dit, il y a malgré tout des raisons d'espérer. Voilà, un cheminement par le risque management permet d'accéder malgré tout à des garanties. Pour lancer le sujet, je vous propose un petit peu de vécu. Donc on va écouter l'histoire de Monsieur Patata. Monsieur Patata, c'est le CEO d'un sous-traitant automobile qui fait des pièces mécaniques pour Foressia dans le métier de l'échappement, également pour d'autres clients. Donc on va écouter son histoire. The night between the 24 and 25 of June, I received a call. Our plant was on fire. When I arrived to the plant, I realized the dimension of this disaster. I immediately thought about our people, our customers, to the car makers, and for sure, the situation was really unbelievable. Foressia immediately set up a task force, and we arrived at Modulo the day after the disaster. So the first idea it was to look as soon as possible at the toolings in order to do not stop our customers. The teamwork was amazing because you had toolmaker from several suppliers from us and also external one. And one of the biggest second challenge was even to restart the production at the right time at the new locations. So it was great to see that Modulo acted fast by identifying an external temporary facility, allowing us to secure our production. At all times, our task force team on site worked closely to the European sales teams in order to secure constant, transparent communication to our customers at all levels. Our customers' satisfaction with the way Foressia and Modulo handled this crisis was expressed several times by customers visiting us on site as well as higher management levels. Today, 12th of September, we received the key of the new plant. In 3 weeks from now, we'll be operative here. The market is giving us confidence. Seems to me that the future is extremely interesting for us. Donc, qu'est-ce que nous dit cette vidéo? Déjà, quand des Français et des Polonais sont ensemble, ils savent ouvrir une bouteille de champagne, mais ça on le savait déjà. Ça nous dit plus sérieusement qu'un fournisseur de rang 2 peut entraîner des dommages importants par cascade, y compris chez les constructeurs. Ça nous dit aussi que la gestion de crise, la continuité des activités, ça fait la différence entre un accident et puis une catastrophe. Ça nous dit aussi que cette industrie automobile sait se reconfigurer de manière spectaculaire, très rapidement, mais qu'évidemment, toutes ces actions d'urgence ont un coût très élevé. Voilà, donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Je pourrais d'autant plus le dire qu'en novembre dernier, Foressia a subi un incendie très important dans une usine espagnole qui livrait notre client Seat. Donc à nouveau, des coûts très importants. Un client mécontent et des sujets d'assurance pour Jean-Baptiste. Donc l'agenda de l'atelier, dans un premier temps, je vous propose de revenir un petit peu sur les définitions. Voilà, qu'est-ce que c'est que la carence, qu'est-ce que c'est que la perte d'exploitation dommage, quels sont les scénarios typiques. Puis ensuite, on va se poser 4 questions.
qui veut encore assurer les carences, qui a peur de la PE sans dommage, qui pourra encore être assuré, et puis enfin qui sait calculer la perte d'exploitation. Donc pour répondre à ces questions, eh ben, on a invité la crème de la crème. Donc Jean-Baptiste Régnier, qui est directeur de la souscription dommages chez Allianz, un souscripteur très expérimenté. On a Frédéric Duraud, qui est directeur du département dommages de CIACI, sans doute le meilleur technicien du marché sur ces sujets. On a Laurent Giordani, qui est associé au cabinet Q, spécialisé en risk management. Et puis on a Tancred Staniara, qui est président de Vering. Donc premier sujet, les définitions, de quoi parle-t-on? Laurent? Alors on va commencer par le thème qui va être un peu central de l'atelier, donc la supply, qu'est-ce que c'est? La supply, c'est l'ensemble des flux physiques et des flux d'informations d'une entreprise et de l'ensemble de son écosystème. Alors très important cette terminologie-là, donc c'est les fournisseurs, ce sont les fournisseurs aussi des fournisseurs, mais on l'oublie trop souvent. L'objectif de l'entreprise, c'est de servir des clients et de les servir dans les meilleures conditions qui soient. Donc ça comprend bien entendu aussi les clients, voire les clients des clients. C'est le concept qui a remplacé. Il faut que tu reviennes en arrière comme ça. Hop, pardon. On se rôde sur les premiers slides. C'est le concept qui a remplacé dans le petit dictionnaire du management ce qu'on appelait précédemment la chaîne logistique. C'est ce qu'on appelle l'entreprise étendue, donc l'entreprise qui sort de ses frontières organisationnelles et qui s'entend à l'ensemble de son écosystème. Aujourd'hui, c'est devenu le moteur de performance des entreprises. C'est ce qui permet donc de servir les clients dans les meilleures conditions de qualité, de coût, de délai. C'est ce qui permet d'être meilleur que les autres quand tout va bien, et c'est ce qui, en revanche, devient un véritable cauchemar lorsqu'on a une défaillance quelque part. Donc le contexte dans lequel on se situe, c'est celui de la mondialisation, c'est celui de la globalisation, c'est celui de l'externalisation d'un certain nombre d'activités, l'externalisation qui est passée par la mise en place d'un certain nombre de politiques industrielles type juste à temps et autres. Donc ce sont des choses qui ont complexifié énormément les organisations ces dernières années. Qui ont fait que beaucoup d'entreprises sont en totale interdépendance les unes par rapport aux autres. Et lorsqu'il se produit des incidents, ça conduit à des carences, ça conduit à des PE avec ou sans dommages, et ça tombe bien parce que c'est les prochains thèmes que l'on va essayer de définir. Donc voilà, on a reconstitué de manière très synthétique la supply chain. Donc au centre, on a l'entreprise. Et puis on a deux types d'acteurs qui sont au premier contact en fait, de cette entreprise, les fournisseurs de rang 1 et les clients. Donc quand on parle de carence directe, c'est un événement qui va se passer soit chez le fournisseur de rang 1, soit chez le client. Au niveau de l'entreprise, on sait qu'on a parfois des flux de produits entre différentes entreprises. Donc il est clair que si on a un sinistre sur l'un ou l'autre de ces sites, les pertes d'exploitation induites qui sont liées à ce qu'on appelle l'interdépendance sont couvertes dans le cœur du contrat dommage. Et puis au-delà, donc au-delà des clients et puis au-delà des fournisseurs de rang 1, on a les fournisseurs de rang 2 et plus, on a les fournisseurs de clients, et là on parle de carence indirecte. Un cas particulier, je prends le cas Faurecia. Faurecia fait par exemple des systèmes d'échappement, donc on imagine un événement qui affecte cette supply chain et qui vient arrêter le client, perte de véhicule. Si par ailleurs Faurecia fournit d'autres fournitures, des planches de bord, et est paralysée par cet événement, là on parlera de carence indirecte. C'est-à-dire que finalement au sein d'une même entreprise, on peut avoir un impact lié à la carence directe, et puis un autre impact lié à la carence indirecte avec potentiellement des conditions d'assurance différentes qui vont s'appliquer. Alors je vais tenter de vous expliquer en quoi finalement la garantie carence de fournisseurs ou de clients d'ailleurs suite à dommage matériel, on fera pareil tout à l'heure pour l'APE sans dommage, se démarque des garanties dommages matériels PE classiques. En fait, il s'agit, les carences font partie de la grande famille des CBI
comme on dit couramment, c'est mon dicton CBI, aïe aïe aïe. Et là, effectivement, c'est vraiment le cas. Ça marche aussi avec NDBI. Donc, pourquoi CBI? Parce qu'en fait, on fait novation. C'est une extension de garantie en fait, qui fait novation à l'objet du contrat. Dans le sens suivant, c'est qu'en fait, finalement, les trois éléments principaux d'articulation d'un contrat dommage, c'est premièrement une condition dite d'accident, qu'on peut décomposer pour les puristes en un élément d'aléa qui est une donnée objective, globalement objective, on va dire, voire légale, et une notion de soudaineté qui, elle, par contre, est beaucoup plus relative. Parce que veut dire la soudaineté à l'échelle de l'humanité? C'est pour ça que la soudaineté est souvent gérée plus par les exclusions que par vraiment l'objet. Et deuxième élément, un événement qui est éligible ou non, qui est garanti ou exclu. Et troisièmement, un bien qui a été affecté, qui a été techniquement altéré dans sa structure, dans sa substance, constituant un dommage matériel. Et donc pour les carences, la caractéristique, c'est que le dommage matériel n'a pas affecté le bien assuré, mais le bien d'un tiers, qui en l'occurrence est, pour ce qui est de la carence de fournisseur, celui d'un fournisseur, carence de client, celui d'un client, etc., etc. Donc les exemples, effectivement, ça peut être des phénomènes, des incendies, des bonnes machines, inondations. Donc ensuite, même chose pour le NDBI, où là, vous voyez plus de rouge. Donc vous comprenez tout de suite qu'on fait un pas de côté un grand pas de côté par rapport à l'objet d'un contrat dommage, que là, on est en dérogation totale ou quasi. On a un phénomène aléatoire, Dieu merci, autrement on ne serait pas dans le cadre de l'assurance. On a une soudaineté qui peut être plus ou moins avérée. Si on est sur un phénomène d'incendie, si on est sur un phénomène de terrorisme, on est a priori dans un phénomène soudain. Si on parle de défaillance économique, si on parle d'attaque cyber, de phénomène sanitaire, on est à l'évidence dans un phénomène qui est beaucoup plus latent, à plus lent développement dans le temps. Ensuite, non, il n'y a pas de dommages matériels. Il peut y avoir des dommages corporels ou des menaces de dommages corporels, mais en tout cas, il n'y a pas de dommages matériels. Il y a un événement qui est ou non éligible. Si on parle d'un phénomène climatique, l'événement est éligible au titre d'une police dommage. Si on parle d'un phénomène cyber par construction et par, on va dire, construction des branches d'assurance, ça ne l'est pas ou ça ne l'est plus. Et si on parle de déficience économique, pour le coup, ça ne l'est absolument pas. Voilà. D'où la complexité. Pour préparer cet atelier, donc on a souhaité explorer le besoin des risk managers d'une part, et puis également que nous disait le marché. Donc il y a un travail qui a été fait au cours de l'année passée. Un questionnaire a été envoyé par l'AMRAE, et puis des entretiens avec des experts, les courtiers, les principaux assureurs de la place a été mis en place. Et on va vous présenter, c'est une des composantes de l'atelier, le résultat de ces discussions. Juste peut-être quelques mots sur la méthode. On avait réuni un petit comité scientifique, donc j'en profite pour remercier les risk managers qui ont participé, qui ont donné un peu de leur temps pour revoir en particulier le questionnaire. Donc Alexandra Pfalzgraf de Schneider, Pierre Le Guillermic et Pierre Elliot de Saint-Gobain, Sarah Frémaux de Fnac Darty, Stéphane Pardo de Carrefour, Pélagie Mpaco de Clésia, et puis avec le support de l'AMRAE, en particulier d'Hélène Dubillot. On a effectivement eu le souci d'obtenir la voix des clients. Donc on a envoyé ce questionnaire à probablement la plupart des gens qui sont dans cette pièce côté risk manager, donc 200 risk managers. On a eu 65 répondants, ce qui est plutôt un bon score, sachant que le questionnaire était très technique et nécessitait d'y passer un bon quart d'heure. On l'avait écrit probablement plus de l'ordre d'une demi-heure. Donc merci à tous ceux qui se sont replongés dans leur police dommage en particulier pour pouvoir y répondre. Le panel représentatif probablement du profil des risk managers qui sont à l'AMRAE, donc c'est plutôt des grosses entreprises, puisque à plus de 90% on était sur des entreprises de plus d'1 milliard d'euros. On a interrogé aussi, comme le disait Michel, 7 assureurs et assureurs, 4 courtiers, 2 experts. Donc merci à eux parce qu'ils ont fait l'effort d'être les plus transparents possibles et ça nous a permis d'enrichir nos réflexions. Il n'y a pas eu de langue de bois, donc vous allez voir, on va essayer de vous restituer tout ça au cours de l'atelier. Et moi, je remercie Q parce qu'ils ont su mettre à disposition de l'AMRAE
leur temps, leurs ressources, le soutien technique pour réaliser ce projet. Donc merci Laurent. Juste une petite remarque sur l'état d'esprit général, ce qu'on a pu observer avec Laurent, en particulier auprès des acteurs du marché, c'est une vraie franchise en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'impression qu'on nous vendait du vent. Voilà, quand un assureur nous disait non, ce type de garantie je ne le délivre pas pour telle et telle raison, le message était délivré de manière claire, sans tourner autour du pot. Donc on a apprécié cette franchise. Donc les questions. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à poser des questions y compris en cours d'atelier. Il y aura évidemment un temps en fin d'atelier pour les questions, mais voilà, n'hésitez pas à interrompre et à poser vos questions. Donc, premier sujet, alors qu'on a ajouté finalement à la thématique proposée par la MRE de l'APE sans dommage, les carences. On a le sentiment, même la certitude, que des choses se passent au niveau de ces garanties, c'est-à-dire que finalement ce qui était acquis ne l'est plus, et en particulier au niveau des carences indirectes. Voilà, on avait des logiques d'assurance du fournisseur, etc. Et on voit que renouvellement après renouvellement, sinistre après sinistre, ces garanties s'étiolent, et donc c'est une évolution à notre sens majeure pour les risk managers. Alors ça faisait partie effectivement des premières questions que l'on a posées dans le cadre de l'enquête. Donc disposez-vous de garantie carence? Donc dans près de 80% des cas, la réponse a été oui. Dans près de 90% des cas au sein d'une police dommage. Sur quel périmètre? Alors ça corrobore effectivement ce que l'on intuitait. Donc les fournisseurs de rang 1, oui, presque 100% des cas. Les fournisseurs de utilities, un peu arrangés dans les mêmes catégories. Les clients, un peu moins. Là, on est plutôt de l'ordre des 2/3 des polices rencontrées. Les fournisseurs informatiques, ils sont isolés spécifiquement dans les polices. Et puis rapidement, on tombe sous la barre des 50%, en particulier donc, tout ce qui va concerner ce que Michel appelait les carences indirectes, donc les fournisseurs qui vont des rangs 2 à plus, les fournisseurs de clients encore plus rarement, et encore plus rarement les clients de clients. Alors, dans le cadre de l'étude, on a procédé par interview donc, d'un échantillon de représentatifs donc, du marché de l'assurance, du courtage, de l'expertise. Et on a attiré un certain nombre de verbatims qu'on veut partager avec vous aujourd'hui et puis qui vont servir un peu à lancer la discussion avec Jean-Baptiste et Frédéric. Donc, sur l'évolution des besoins. Tous considèrent que la mondialisation, le juste à temps, ont effectivement augmenté les risques auxquels les entreprises sont confrontées. Les clients sont de plus en plus des ensembliers et de moins en moins des fabricants. Donc il y a eu tout un phénomène, en particulier au niveau de l'industrie, d'externalisation de la fabrication auprès de la sous-traitance. Le centre de gravité, en s'internationalisant, les supply chains a significativement augmenté l'exposition des assurés au risque de carence. Le centre de gravité des risques a basculé des sites des assurés vers leur supply chain. L'exposition dommage, elle, était remplacée par de l'exposition supply chain. Les assureurs aujourd'hui n'indemnisent plus des dommages, mais de la perte d'exploitation. Et enfin, la demande des clients pour ces garanties est en constante augmentation, bien entendu, depuis un certain nombre d'années. Mais lorsqu'un sinistre intervient, l'assureur n'indemnise plus des dommages directs, mais indemnise de la perte d'exploitation, alors que lorsqu'il calcule sa prime, c'est à l'inverse. Elle est souvent plus calculée sur des dommages et un peu moins sur de l'APE. Alors juste une petite explication sur les pictos, j'aurais dû le faire au départ. Donc, celui qui a une cravate, c'est le courtier, il est toujours très élégant. Hein. Celui qui a un parapluie, vous l'aurez reconnu, c'est l'assureur. Et celui qui joue le rôle de l'expert, en général, il a des lunettes et Tancred est l'exception qui confirme la règle. Voilà.
on va... ouais. On aura un slide effectivement qui illustrera un petit peu le stress de cette garantie. Maintenant, sur la diminution des carences, vous le verrez dans le déroulé de la présentation, il y a effectivement des diminutions significatives qui ont été opérées au 1er janvier. Après, ce qui est intéressant, et sans donner de chiffres ici, c'est de faire une analyse par secteur industriel. Il y a des secteurs, vous le verrez dans quelques minutes, il y a des secteurs type l'automobile, les équipementiers, qu'il faut opposer à la pharmacie et à la chimie, qu'il faut opposer au retail. Donc je vous encourage à discuter avec ces assurés qui sont dans la salle et vous verrez qu'il y a effectivement des garanties de carence qui ont diminué. Il s'est passé des choses, effectivement. Recticel, voilà, incendie chez un fournisseur tchèque, ça coûte 1,2 milliard. Méridien, un an plus tard, c'est un incendie sur la fabrication de pièces en aluminium, 1,7 milliard. Donc voilà, il faut que quelqu'un paye. Sûr ? Je peux répondre, alors, globalement, moi j'ai pas les chiffres, je peux répondre à l'échelle d'un groupe comme le mien. C'est sûr que ça a créé un déséquilibre au niveau de la sinistralité de manière tout à fait spectaculaire. Alors, on parlait de sinistre, donc quand on regarde l'évolution de la sinistralité, effectivement, il y a une constatation qu'elle est en augmentation. Majoritairement, ce sont des incendies ou des catenats, surtout des incendies. Il y a eu quelques gros sinistres, effectivement. On a cité Recticel, on pourrait citer aussi BASF, qui ont mis en évidence, alors ce qui pouvait paraître évident pour d'autres, mais qui visiblement ne l'était pas, une problématique de cumul. Les assureurs ont une véritable difficulté à identifier leur cumul et en ont pris conscience peut-être à ces occasions-là, donc n'arrivent pas à remonter les chaînes de valeur et c'est ce qui probablement les rend beaucoup plus frileux aujourd'hui. Si on regarde quelques exemples de sinistres, Frédéric et Jean-Baptiste, si vous voulez nous les commenter justement pour illustrer la problématique qui a été rencontrée. C'est aussi pour répondre partiellement à la question. Vous avez une illustration des grands événements qui ont marqué durablement la garantie de carence. Donc sans aller dans le détail, et c'est vraiment des événements récents, vous avez une fréquence qui est certaine, vous avez une gravité qui est importante, et en plus vous avez une distribution mondialisée de ces événements. Donc si vous assurez, vous avez une répartition mondiale de vos sites de production, forcément à un moment donné, vous êtes confronté à ce genre d'événement. Alors, toujours dans le cadre de l'étude, on a demandé donc aux assurés ce qui s'était passé à l'occasion du dernier renouvellement pour essayer d'objectiver effectivement les sentiments. Dans une grande majorité des cas, les garanties n'ont pas vraiment évolué dans les 2/3 des cas. Dans 20%, il y a quand même eu constatation d'une diminution. Les franchises n'ont pas évolué dans une très grande majorité. Dans 20% des cas, elles ont eu tendance à augmenter. Et les primes, elles, ont augmenté au moins pour 35% des assurés du panel que nous avons interrogé. Non, ce sont des chiffres, ça a été fait au cours du mois de décembre et du mois de janvier, donc c'est vraiment sur le renouvellement au 1er janvier 2020. On peut prendre l'hypothèse que les risk managers qui ont répondu connaissaient déjà les conditions ou voilà, la tendance au premier à la fin décembre de l'année dernière. Alors intéressant, on a demandé aussi aux risk managers si le marché, selon eux, répondait aux besoins. Donc là, c'est moite-moite. Donc dans 50% des cas, ils considèrent que le marché ne répond pas vraiment, voire ne répond pas du tout. Et lorsqu'on leur demande pourquoi, ce qui ressort en premier, c'est un processus de souscription qui est trop contraignant à comprendre, peut-être trop intrusif, qui demande trop d'informations qu'on n'a pas envie de donner ou qu'on ne sait pas donner. Des garanties qui ne sont pas forcément toujours adaptées à ce que l'entreprise souhaite.
des limites de garantie qui ne sont pas forcément suffisamment importantes au regard des enjeux, et puis à moindre niveau, un coût trop élevé ou des franchises trop importantes. Donc, comment évolue l'offre selon vous, messieurs? Parce que moi, ce que j'ai retenu des différentes interviews que j'ai eues et qui m'a plutôt étonné, c'est qu'on m'a dit, pendant des années, en fait, ces garanties, elles ont été données gratuitement. C'est une espèce d'open bar. Dans un marché soft, ça permettait d'éviter de baisser les prix, mais on les donnait même à des gens qu'on n'avait pas forcément besoin. Et puis, à contrario, aujourd'hui, on passe d'une situation où effectivement tout le monde l'obtenait, même ceux qui ne le demandaient pas, une situation où ceux qui en ont besoin ne trouvent plus forcément la garantie ou les capacités nécessaires. Et lorsqu'on interroge en particulier le monde du courtage, on a des phrases assez assassines qui disent qu'aujourd'hui, on assiste plutôt à l'agonie de cette garantie qu'à l'inverse. Alors, il faut probablement distinguer la carence directe de la carence indirecte, et puis effectivement, probablement les secteurs d'activité, mais il y a des assurés en souffrance probablement dans la salle. C'était mon mot normalement, hein, souffrance. On avait un débat, les assureurs aussi peuvent être en souffrance. Donc on a souhaité confronter la vision de l'assuré que je vais incarner et de l'assureur, donc va incarner notre ami Jean-Baptiste, sur la problématique donc des carences, la problématique donc effectivement d'une garantie, oui, qui est mutualisée, parce que ça fait de très nombreuses années que les contrats de dommages délivrent de la garantie carence. Ça fait de nombreuses années, au moins 15 ans, au moins, je dirais, après le dernier cycle dur, donc de fin 2001 à fin 2003, que les garanties carence sont quand même sous contrôle, avec des contrôles dans les traités de réassurance et avec donc des restrictions de garantie et des demandes. Mais aujourd'hui, on assiste effectivement à cette situation où il s'agit d'étayer, on va dire, au sens vraiment constructif du terme, la garantie carence, et voire de faire des massages cardiaques à la garantie carence indirecte. Donc finalement, qui est mutualisée, mais qui effectivement était subsidiaire, hein, contingente, comme son nom l'indique, mais peut-être pas forcément pris en compte dans la tarification et la survenance des sinistres, effectivement, des grands sinistres automobiles, des sinistres, pour revenir aux annus horribilis 2011 et 2017, donc des événements naturels critiques qui ont impacté lourdement. On se souvient des inondations en Thaïlande, de Fukushima, puis bien sûr de Harvey Irma Maria en 2017. Tout ça donc est venu percuter, non pas les certitudes, mais quelque part renforcé par la statistique des visions que les assureurs avaient déjà préalablement. Donc finalement, quelle est la posture des assurés? C'est qu'un assuré donné a beaucoup de difficultés. Quand je dis un assuré, c'est un risk manager, sa direction des achats ou de la logistique, a beaucoup de difficultés à accéder aux données de fournisseurs. Finalement, comment arriver à connaître vraiment la nature des risques du fournisseur, savoir si le risque, combien d'usines, si elles sont sprinklées, construites en polyuréthane, avec du polyuréthane ou construites en dur. Bref, comment accéder à ces informations-là? C'est loin d'être aussi évident que ça. Loin d'être aussi évident également par manque de temps. Le risk manager est sous contrainte de temps, la direction des achats, n'en parlons pas, et de contrainte d'outils. Hein. Alors, je sais que Q a fait un gros travail avec Forestia en la matière, mais on est au balbutiement aujourd'hui de la collecte d'informations permettant, dans un temps possible, compatible avec les contraintes des uns et des autres, et d'avoir des informations pertinentes pour documenter, on va dire, la supply chain. Comment arriver à qualifier, je parlais tout à l'heure de la nature de la construction, des risques, comment qualifier la business résilience d'un fournisseur? Alors, en théorie, on peut dire que oui, c'est pas compliqué. En pratique, c'est extrêmement compliqué. Comment arriver à savoir que le fournisseur a des presses doublées, a des stocks tampons, etc. Oui, certainement possible, mais enfin, pour nous, en tant qu'assurés, hein, si j'incarne l'assuré, c'est loin d'être simple. Et enfin, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'assuré dont on considère les pertes d'exploitation n'a pas accès aux fournisseurs de rang 2 et de rang supérieur. Parce qu'en fait, il n'a pas de légitimité contractuelle à le faire. Hein. On ne peut absolument pas accéder à cette information-là. Donc imaginez collecter de l'information au-delà du rang 1, c'est simplement impossible pour des raisons de relations contractuelles, voilà, et de confidentialité. Donc dans ce cadre-là, mon cher Jean-Baptiste, l'homme au parapluie, pouvez-vous me dire ce que vous pouvez faire?
Alors les assureurs ne sont pas sourds à ces difficultés, mais ce qui a été dit un petit peu précédemment, c'est que la garantie carence a été très stressée ces dernières années. Effectivement, pour être un tout petit peu provocateur, les assureurs sont en souffrance de visibilité technique et géographique sur ces garanties. Les événements dont on a un tout petit peu cité tout à l'heure, Réquissel et Méridian, ont montré qu'il y avait une accumulation certaine, invisible, pour l'ensemble des assureurs, et qui amenait des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, qui est effectivement mal documentés, mal pricés, mal tarifés, où les modèles finalement, je dirais, d'analyse de flux et de dépendance des fournisseurs étaient mal calibrés. Donc ça, c'est effectivement quelque chose, et j'espère que le déroulement de la présentation vous amènera à comprendre que l'assureur ne peut pas tout, et qu'aujourd'hui, ce qu'on constate dans la discipline de tarification de cette garantie, dans la restriction de capacité, dans le recadrage des garanties, la solution viendra, et j'anticipe un tout petit peu sur ce qui va être dit après, sur le risk management de la supply chain. Et ce sera des méthodes, des consultants, des indicateurs, un risque grading du risque supply chain. Le dernier point, effectivement, c'est que ce stress de la garantie, encore une fois par secteur d'activité, a fait quasiment disparaître la garantie indirecte dans certains secteurs industriels. Pourquoi ? Absence de visibilité technique, absence de visibilité géographique. Et quand je dis technique, c'est de savoir où est ce fournisseur, cette fameuse liste de fournisseurs. J'espère que ce vocabulaire entraînera quelques questions de la salle. Savoir la qualité technique de prévention, de protection du fournisseur, savoir sa dépendance, connaître son flux de PE. Tout ça, ce sont des éléments qui permettent de documenter et d'apprécier le risque carence. Donc on voit finalement qu'on a un désalignement entre le besoin en matière d'assurance et l'offre, donc dont acte. On réserve l'exploration des solutions à une section ultérieure. Alors, dans la carence, on est malgré tout dans un domaine connu. C'est-à-dire qu'il y a des sites d'un client, des sites d'un industriel, des fournisseurs. En ce qui concerne la PE sans dommage, là, c'est évidemment beaucoup plus vaste. Donc on se dit que si c'est compliqué en carence, en termes de PE sans dommage, ça va être encore plus épineux. On le voit, l'actualité malheureusement dramatiquement verse au dossier un cas particulièrement éprouvant. Donc il y a déjà, pensons à nos collègues chinois qui sont dans une situation très, très compliquée. Sur l'aspect économique, on voit que ça coûte, déjà, puisque des usines sont arrêtées. Et puis on s'interroge évidemment sur l'effet de cette crise au niveau de la supply chain mondiale. La Chine, c'est une usine du monde. Si elle s'arrête, on anticipe bien des difficultés au-delà de la Chine sur l'industrie européenne, américaine. Alors de la même manière, dans le cadre de l'étude, on a demandé au risk manager s'il disposait de garanties PE sans dommage. Donc dans une très grande majorité, ils n'en disposent pas. Donc il n'y en a que 30% qui ont évoqué en avoir. Alors, on pense d'ailleurs que c'est probablement plus des bouts de PE sans dommage dans des contrats dommages directs, perte d'exploitation que des contrats spécifiques. 55% l'ont envisagé mais n'ont pas sauté le pas, donc ça nous intéresse un peu plus, ça veut dire que quelque part il y a un besoin et qu'il n'est pas forcément mis en regard d'une offre de produits sur le marché, et puis on en a 16% qui ne l'ont jamais envisagé. Et effectivement, derrière, quand on demande dans quel type de police souscrite ceux qui ont ces garanties, les ont, c'est majoritairement moitié dans une police dommage et moitié dans une police spécifique. Quels sont les principaux événements qui sont garantis dans ces polices ? L'impossibilité d'accès étendu, dans 80% des cas, l'injonction des autorités, dans 60%, l'interruption de service, les émeutes, le terrorisme, l'épidémie, je pense qu'on y reviendra, la grève chez un client ou un fournisseur, des événements climatiques spécifiques, une éruption volcanique, un retrait d'agrément, et puis enfin les accidents du travail.
quelques exemples de sinistres de PS sans dommage que vous pourrez commenter, Frédéric et Jean-Baptiste. Donc pareil, sans être exhaustif, quelques exemples récents qui stressent l'APE et les frais sans dommage. Donc effectivement, on voit, encore une fois, c'est mondialisé, encore une fois, c'est plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros, pas nécessairement assurés, et qui effectivement amènent à réfléchir à la construction ou la co-construction, vous verrez plus tard, des contrats de PE sans dommage. Il y en a un dernier qui fait l'actualité. Alors, vu qu'on est très réactif, on a fait un petit zoom sur le sujet, c'est le coronavirus. Moi, je veux juste souligner qu'il se trouve qu'on a fait auprès de directeurs achat supply ou directeurs industriels un baromètre des risques supply il y a quelques semaines de cela. Et alors, s'il y en a bien un qui n'arrivait pas dans le top 10, c'était le risque d'épidémie. Donc, il faut croire qu'en la matière, il n'y avait pas beaucoup de signes avant-coureurs ou de retours d'expérience qui avaient pu être faits sur le sujet. Donc, coronavirus, on est en plein dans l'actualité. Donc, la question qu'on s'est posée derrière, et qu'on a hâte de poser à Frédéric et à Jean-Baptiste, c'est est-ce que ça s'assure ? Alors, donc, finalement, autant revenir à une approche rationnelle. Donc, on a repris la grille de lecture que je vous expliquais tout à l'heure. J'espère qu'elle ne vous a pas trop ennuyé. Et si j'applique cette grille de lecture pour le cas du coronavirus, alors finalement de risque sanitaire de type épidémique pour l'instant, peut-être pandémique demain, espérons que non, finalement on est dans un cadre, alors vis-à-vis de l'aléa, de la condition d'aléa qui est essentielle. Alors pourquoi un vert et un rouge ? Parce que finalement, si on considère avant la survenance de l'épidémie, la situation était aléatoire, c'est-à-dire que la survenance est bien aléatoire. Et comme la palisse de l'assurance l'aurait dit, une fois que le virus est survenu, a été identifié et qu'il y a eu des malades, eh bien, il n'y a plus d'aléa. Et ça, c'est important. Ça paraît être la palissade, mais en fait, c'est complètement essentiel par rapport aux multiples demandes que j'ai pu avoir, moi, depuis une semaine ou 10 jours, de clients, de différentes personnes de l'écosystème du marché, disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rapidement s'assurer pour pouvoir limiter la casse ? Une fois que c'est survenu, je dirais qu'il faut plutôt penser à l'événement d'après, quoi, voilà. La soudaineté, oui, a priori c'est soudain, encore une fois à l'échelle de l'humanité, c'est bien sûr, quand même sur plusieurs jours. Est-ce qu'il y a un dommage matériel à un bien assuré, un bien de l'assuré, ou à un bien d'un tiers, ou d'un voisin, ou d'un fournisseur, ou autre ? Non, à l'évidence non. Il y a peut-être des dommages corporels, mais pas de dommages matériels. Et est-ce que l'événement est éligible à une garantie dommage ? Non, ce n'est pas un événement que les polices dommages visent à couvrir. Alors, l'événement peut ne pas être exclu, effectivement. Ensuite, cet événement, on va dire, est susceptible de générer un dommage corporel qui, lui, par contre, est strictement exclu. Donc, je dirais qu'il peut y avoir des zones grises parfois, mais a priori, on va dire, dans le cas général, c'est pas éligible. Voilà. Donc, tu vois, de temps en temps, on peut être d'accord, finalement, puisque effectivement le risque sanitaire, je dirais, est par nature systémique, c'est non maîtrisable. Vous voyez tout de suite l'accumulation, je dirais, de risques et de valeurs. Par construction, une police de dommages ne va pas être déclenchée par le risque sanitaire. Et je pense que tu as... Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, alors on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de la typologie des solutions, mais en fait, ce n'est pas assurable dans un contrat dommage dans le cadre de, comment dirais-je, de la garantie de base, on va dire, c'est-à-dire dommage PE ou carence, et ça peut être couvert éventuellement si une garantie spécifique, PE sans dommage, a été souscrite, et que cette garantie a prévu le cas du risque sanitaire. Mais, et c'est là où je mets un mais tout de suite, pour atténuer, on va dire, ou modérer l'enthousiasme. Évidemment, il faut que cette garantie ait été souscrite avant la maladie, ça évidemment, mais surtout, en tout cas, on a bien beaucoup recherché, dans les clauses aujourd'hui sur le marché qui peuvent exister, c'est-à-dire des clauses de courtier, on en a chez CIACI, dans les clauses d'assureurs, dans des clauses, par exemple, je pense de FM Global, par exemple, qui a une garantie maladie transmissible dans son intercalaire, dans son template. Clairement, le cas de l'épidémie, c'est-à-dire d'un développement régional de la garantie,
évidemment a fortiori si on est sur un développement global, sur une pandémie, n'est pas visé. Ce qui est visé, c'est le risque sanitaire sur un site. C'est-à-dire que quand il est localisé sur un site, et pourquoi finalement? Parce qu'en fait, quand on localise un risque sanitaire sur un site, on maîtrise et on évite le risque systémique. Et deuxièmement, on peut le rattacher quand même. En tout cas, c'est le raisonnement que je faisais, moi, quand j'avais déjà, il y a 13-14 ans, en tant qu'assureur, accepté et même développé ce genre de garantie, pour le secteur hôtelier, pour des secteurs du loisir, c'est qu'on se rapproche vraiment d'une logique technique. Quand on va protéger un assuré contre les pertes d'exploitation du fait d'une légionellose dans un shopping center, dans un immeuble, dans une tour IGH, quand on va protéger un industriel contre le développement d'une salmonellose dans une cuisine centrale ou d'une émanation toxique, on voit bien que c'est quelque chose qu'on peut préventionner avec des éléments et des approches techniques. C'est-à-dire qu'un ingénieur de prévention dommages, il est capable d'appréhender les routines d'entretien, le respect des réglementations, etc. Donc c'est quelque chose qui peut se maîtriser, voilà, et donc qui est contrôlable. Ensuite, et pour répondre complètement, ça peut être assurable au travers de solutions d'auto-assurance, c'est-à-dire de risques alternatifs ou de solutions captivées, dans le cas de ce qu'on appelle en France de pertes pécuniaires diverses, où là, effectivement, c'est des garanties qui peuvent être mobilisables dès lors que cette cause a été identifiée, et généralement, pour le coup, en général, ça a été identifié. Enfin, parmi la typologie des événements susceptibles de générer des PE sans dommage, en fait, donc des pertes pécuniaires, le risque sanitaire, là, en fait partie. Et à ce moment-là, la notion de systémique n'est pas un sujet, puisque c'est l'auto-assurance. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Un micro est disponible dans la salle pour vous. Alors, après, on a effectivement posé la question au risque manager, est-ce que le marché de l'assurance répond à vos besoins? Donc, contrairement à celui des carences où on avait une égalité parfaite, là, les avis sont beaucoup plus tranchés, puisqu'on a deux tiers des répondants qui pensent que le marché ne correspond pas. On a même 13% des répondants qui sont visiblement relativement énervés sur le sujet, puisqu'ils disent non, pas du tout. Et parmi les raisons qui sont avancées, les garanties ne sont pas adaptées, donc souvent considérées comme trop restrictives. Les primes sont trop élevées. Alors effectivement, on n'est plus en pour 1000, là on est en pourcent, donc on change totalement d'ordre de grandeur. Le processus de souscription est trop contraignant. Alors certains le considéraient très contraignant sur les carences, donc là sur la PE sans dommage. Visiblement, et je pense que Jean-Baptiste y reviendra tout à l'heure, c'est vrai que c'est encore plus demanding de la part des assureurs qui ont des solutions à proposer sur le sujet. Les franchises sont trop importantes puisque visiblement dans les solutions proposées, on demande quand même à l'assuré de garder par devers lui une part importante du sinistre le cas échéant. Et puis ensuite, limite de garantie pas assez importante, pas de support, conviction du top management. Je pense que ça, c'est aussi un élément qui doit être peut-être un peu sous-évalué. C'est que dans les grosses entreprises en particulier qui ont des raisonnements budgétaires, c'est une nouvelle ligne. Donc il faut aller convaincre le management et c'est quelquefois compliqué, probablement plus compliqué d'ailleurs dans les périodes un peu tendues où les autres lignes ont tendance à augmenter. Alors, suite à ça, on a interviewé les assureurs et les courtiers sur le sujet. Et alors Jean-Baptiste, qui nous fait l'amitié d'être là aujourd'hui, a encore un vrai produit à proposer en face de la demande, mais force est de constater que ce n'est pas le cas du reste du marché. Et pour me souvenir d'une enquête similaire qui avait été faite il y a quelques années, c'est un véritable changement. Donc là, on constate qu'il n'y a pas grand monde qui se bouscule pour proposer de véritables solutions, voire ceux qui ont des bouts de garantie dans des contrats dommages sont probablement efforcés à l'occasion du renouvellement au 1er janvier de les faire disparaître. Donc les courtiers, sans balancer de nom, mais trouvent qu'il y a un manque d'ambition du côté des assureurs sur le sujet, parce que quelque part, il y a plus d'effets d'annonce marketing que de véritable volonté de répondre à une question. Donc Frédéric, Jean-Baptiste, pourquoi si peu de solutions? Donc on a souhaité confronter nos points de vue de la même manière sur ce sujet de la PE sans dommage. Donc en tant qu'assuré que j'ai l'honneur de représenter, je dirais qu'aujourd'hui, Laurent vient de le dire, il n'y a pas vraiment de solution.
en dehors des solutions d'auto-assurance. On parlera un peu, dans la diapositive suivante, on parlera de ce qui existe quand même. Il y a une vision peut-être plus optimiste quand même, mais globalement, on va dire, il n'y a pas beaucoup de solutions, on va dire. Il y a surtout une complexité du processus de souscription, en fait. Et je crois que c'est un point clé. Il y a en fait un temps d'accès à la garantie qui est de plusieurs mois. En fait, hein. C'est-à-dire que pour souscrire une garantie de PE sans dommage, alors on parlera des exceptions tout à l'heure, hein, mais par exemple le contrat de Jean-Baptiste, hein, qui est le contrat principal sur le marché, on parle de plusieurs mois en fait. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a du risk assessment, il y a de l'étude, au-delà de la négociation, mais il y a une documentation, et donc en fait l'achat de cette garantie répond souvent à un besoin impulsif, parce qu'il y a les gilets jaunes, parce qu'il y a le coronavirus, ou il y a autre chose, et le risk manager a la pression de sa direction, et dit, bah, tiens, au courtier, il faut vite souscrire une garantie PE sans dommage. Alors le courtier dit, s'il a un peu de courage, ben non, attention, l'événement est déjà survenu, donc too late. Oui, alors si le risk manager a une vision un peu plus long terme, d'accord, mais je veux être couvert pour le prochain événement, et auquel cas, malgré tout, il y a une pression, parce que le prochain événement, il peut arriver dans 15 jours. Et ça, c'est pas possible. Donc là, il y a vraiment le délai. Le délai, et la complexité intrinsèque du fait des données qu'il faut transmettre, qui sont alors encore plus difficiles à transmettre que pour la carence. Voilà. Ensuite, dernier point, c'est les primes et les franchises jugées trop élevées, parce qu'effectivement, on est sur des taux en pourcent. Alors c'est des rates online, mais c'est des taux quand même de plusieurs, ça peut être de 5-10%, enfin, ça dépend des expositions. Des franchises qui sont énormes. Donc c'est vrai que quand le client confronte cette prime à ce qu'il paye dans son programme dommage pour assurer, je sais pas moi, 300 millions de LCI et 10 milliards de capitaux, et qu'il voit que finalement pour avoir 20 ou 30 millions de PE sans dommage, il va payer, je sais pas, peut-être 20 ou 30% de ce montant, il hurle à la mort en disant, et j'ai eu des témoignages, j'ai vu des clients réagir en disant mais c'est inadmissible, c'est inacceptable, etc. Ils ne comprennent pas la loi de l'importance relative. Et effectivement, parce qu'il y a un effet de mutualisation qui n'est pas le même. Il y a un ensemble de raisons, en fait. Hein, et voilà. Donc, tout cela fait que... et puis, dernièrement, c'est qu'en fait, c'est jamais le moment, en fait. En marché hard, les primes augmentent énormément. Donc, aller expliquer à son patron qu'on va rajouter 500 000 ou 1 million de primes pour acheter la PE sans dommage, ben, c'est un peu compliqué, on va dire. Et en marché soft... Ben finalement, et j'ai connu beaucoup de cas de cette manière-là, finalement on est en train de vendre des baisses, et c'est pas pour finalement neutraliser ces baisses avec finalement des primes qui vont être... voilà, et ça paraît surprenant, mais c'est l'observation fait que c'est comme ça. Voilà. Donc mon cher Jean-Baptiste, qu'as-tu à dire? Encore une fois, je suis d'accord avec toi, tu vois. Je comprends effectivement cette complexité. Après, je dirais, il y a des raisons rationnelles à cette complexité. On a quand même besoin un petit peu de visibilité. On oppose souvent la certitude de garantie, donc le péril dénommé versus le all risk. Hein. Donc on est effectivement habitué depuis 15 ans à avoir le all risk dans les garanties de dommages, dans la PE sans dommage, pour avoir de la visibilité des deux côtés d'ailleurs, côté assuré et côté assureur. On a besoin d'une certitude de la garantie, d'où souvent la PE sans dommage avec du péril dénommé. On a besoin de comprendre ce qu'on va garantir. Un autre point important qui est lié aussi à cette complexité, c'est que vous êtes sur des produits en construction, des portefeuilles en construction, et donc du coup il y a une faible mutualisation. Donc effectivement il y a un prix d'accès qui passe par le temps d'accès, mais il y a aussi un prix d'accès à cette garantie. Encore une fois, il y a très peu aussi de traités de réassurance qui sont adaptés à ça. Donc bien souvent, les assureurs ont développé une réassurance particulière ou prennent ça dans leur net. Donc c'est aussi jouer avec le net de l'assureur. Ben, aujourd'hui, il faut, encore une fois, documenter, d'où la complexité. Tu parlais aussi des primes et franchises élevées. Alors là, les assurés qui sont équipés d'outils de financement du risque, évidemment comme les captives, là, ils peuvent être partie prenante du risque et donc réduire un petit peu cette complexité, réduire cet effet franchise. Mais effectivement, je pense qu'on sera d'accord sur ce constat de difficulté. La PE sans dommage, la souscription de la PE sans dommage est complexe, longue et doit être budgétisée. Est-ce que c'est le bon viseur? Est-ce qu'il faut
c'est de mutualiser, de faire une mutualisation sur une garantie de PE et pourquoi pas de l'ensemble dommages PE. C'est une bonne remarque, quand même une ligne, c'est une bonne remarque, c'est une bonne j'en suis idée. persuadé. Ça ne résoudra pas la complexité de la documentation de la garantie. Et donc, du coup, c'est toujours c'est un cercle qui s'arrête jamais. C'est une bonne remarque. Hein. Aujourd'hui, le choix des assureurs, ça n'a pas été de faire l'axe de travail que vous suggérez. Vous aurez toujours la complexité de l'étude, le temps d'accès à l'étude. Alors même si effectivement, il faut que le marché de l'assurance travaille sur ça, aujourd'hui, les points énoncés par Frédéric, ils sont complètement vrais. Donc effectivement, c'est un axe de travail, peut-être à travailler. Aujourd'hui, je rappelle que toutes ces garanties sont sous stress. Et ce n'est pas sous stress qu'en fait, on trouve les meilleures constructions, en tout cas. Je pense que c'est un marqueur, en fait, de l'adversité du marché. Il faut être clair. Alors, ça ne veut pas dire que parce que le marché est adverse, qu'on doit abandonner cette piste, parce qu'on croit fortement en l'avenir de cette garantie, bien sûr, avec un cadrage. Mais il est clair que le fait de considérer que la PE sans dommage doit être mutualisée en tant que telle, doit être autoporteuse au point de vue financier, c'est le marqueur, et c'est la même chose pour les carences, hein, c'est le marqueur de l'adversité. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui on est sur un problème plus d'assurabilité que sur un problème pour le coût de finance, enfin de prime. Quoi, voilà. On passe au slide d'après. Il y a d'autres questions? Moi, je suis curieuse de savoir comment vous y prenez pour modéliser ce risque en interne. Parce qu'il y a le risk management de l'assuré, mais il y a aussi de l'assureur. Donc, vous, en interne, quels sont les outils qui sont mis à votre disposition? Alors, c'est très bien parce que ça anticipe quelques slides. Donc, je vais répondre que partiellement. Et donc, du coup, je vais donner un élément de réponse et tu me diras si ça y répond partiellement ou totalement tout à l'heure. On parle beaucoup de burning cost et de période de retour. J'en dis pas plus. Mystère. Alors, j'ai voulu vous proposer en fait une cartographie des garanties PE sans dommage pour apporter quand même à la fois une vision marché et puis je dirais aussi des notes d'espoir et des enseignements. Dans cette matrice, on va dire, j'ai séparé selon deux axes. Hein, d'une part, l'axe de la largesse des garanties, soit à gauche des garanties larges, c'est-à-dire avec plusieurs causes, multicauses, hein, sachant qu'on est toujours en péril des nommés hein, dans les contrats PE sans dommage. Je crois que le contrat d'AGCS, il y a 7 périls capitaux. Hein, périls capitaux, oui. Ouais, et les couvertures niches, hein, spécifiques, spécialisées. Voilà. Et dans l'axe vertical, le fait que ces garanties, ces produits, aient trouvé ou non leur public. C'est-à-dire qu'elles aient du succès ou pas de succès. Évidemment, tout est relatif. Et s'il y a des gens dans la salle qui sont porteurs de garanties que j'ai mis en bas, je m'en excuse si par hasard je n'ai pas capté leur succès, mais comprenez que c'est aussi pour l'exercice et la rhétorique que j'ai voulu présenter cette ligne de démarcation. Donc aujourd'hui, dans les couvertures larges, qui couvrent plusieurs périls donc de PE sans dommage, on a des contrats qui existent, des solutions. La solution d'AGCS, il y a celle de Zurich, que Zurich porte un peu moins maintenant, mais qui avait été créée en 2012. La solution SCI, Kiln aussi, hein, Trademark Disruption, qui avait été créée il y a quelques années. Et puis peut-être d'autres. En l'occurrence, c'est des produits multicauses qui existent, sont très bien faits. Nous, on est partenaire, notamment d'AGCS, sur une solution supply chain. Mais force est de reconnaître que c'est des solutions qui ne trouvent pas leur public. Parce que prime trop cher, parce que temps d'accès à la garantie, parce qu'études, parce que toutes les raisons qu'on a expliquées, que je ne vais pas répéter. Ensuite, il y a quand même des couvertures larges qui ont trouvé leur public, au niveau des grands comptes au moins. C'est les petites extensions NDBI dans les polices dommages, donc qui ont fait florès à partir de 2015, qui n'ont pas été tant remises en cause que ça au dernier renouvellement. Hein. Il n'y a pas eu tant de retrait ou d'ablation de ces garanties. Hein. C'est moins la fête. Hein. Disons que les garanties sont sous contrôle. Hein. C'est quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros. Mais il y en a encore, mais elles sont cadrées au niveau des définitions. Et puis ensuite, et c'est l'essentiel, les contrats auto-assurés, c'est-à-dire soit par des contrats de lissage, soit par des contrats captivés, où là, concrètement, c'est des contrats aujourd'hui qui fonctionnent pour certains grands clients, dans le cadre de Wuhan, avec des frais, des frais supplémentaires, des frais de rapatriement qui peuvent être pris en charge par ces contrats. Ensuite, si je vais sur les couvertures niches, ciblées sur
une cause. Alors, il y a un certain nombre de contrats qui existent, avec les grands réassureurs notamment, ou des MGA à Londres, sur des PE épidémies, des PE épizooties, des solutions dont vous avez entendu parler, je pense à Munich Re pour tout ce qui est nuages de cendres, volcanique, retrait d'agréments pharmaceutiques, perte de réputation, et puis aussi le marché de la violence politique qui se propose de délivrer des garanties de PE dans le cadre de grèves, d'émeutes, etc. Bon, ça, c'est des couvertures qui, concrètement, ont un peu de mal à prendre parce que soit trop cher, soit l'assureur ne veut pas libérer sa garantie faute de documentation, faute d'aléas, je pense notamment dans le cadre des gilets jaunes. Voilà. Mais, et c'est là où je voudrais quand même insister, parce qu'il y a quand même plus qu'une lueur d'espoir, il y a quand même un vrai terrain de réussite de la PE sans dommage, et là j'en ai cité 3. Le premier, qui est vraiment un cas, je trouve, assez remarquable, c'est les PE sans dommage dans le cadre du marché de la violence politique, mais pour le cadre de la garantie qui a le plus d'appétit sur le marché, qui est le terrorisme sabotage. Depuis 2015, à Londres, vous avez des Hiscox, vous avez XL, enfin maintenant AXA XL, maintenant il y a Beazley, qui ont développé des couvertures, et puis un certain nombre d'autres, des couvertures de menaces, de perte d'attractivité, suite à actes de terrorisme, menaces, également étendu à la notion d'assaillant, c'est-à-dire effectivement un acte violent sans pour autant qu'on puisse le rattacher à une volonté de prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, par la terreur ou autre. Il y a les solutions, donc là il y a Chubb par exemple qui vient d'annoncer pendant cette session de l'Amrae le lancement de son produit, donc on voit bien que ça commence à prendre. Alors des capacités limitées, on parle de 10 millions pour Chubb, de 50 pour Hiscox, mais ça commence à prendre et je trouve que c'est bien, ça montre qu'il y a la volonté d'un marché. En quelques années. Il y a dans le domaine du climatique, du paramétrique climatique, notamment dans le cadre de la météosensibilité, où vous avez des sociétés comme AXA Climate, Descartes Underwriting, d'autres, qui développent des solutions. Il y a une solution par exemple qui a beaucoup marché l'année dernière auprès des industriels allemands, c'est les pertes d'exploitation, les frais supplémentaires engagés suite à le niveau bas du Rhin. S'il y a effectivement un niveau d'étiage du Rhin que les voies navigables ne sont plus utilisables, qu'à ce moment-là, il faut passer par des voies terrestres. Ça représente des surcoûts et vous avez des capacités de 20-30 millions qui ont été délivrées, assurées par des industriels allemands auprès de ces sociétés-là. Et il y a eu plusieurs succès. Il y a même eu un manque de capacité pour servir les industriels qui s'étaient rués sur la garantie. Et puis, troisièmement, il y a le cas du cyber. Le cyber, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, 30 ans qu'on parle du cyber, et pendant longtemps, ça balbutiait, ça parlait beaucoup, mais ça ne faisait pas grand-chose. Et finalement, depuis quelques années, ça a fini par prendre. Alors évidemment, les capacités, 800 millions par le 500 millions en perte d'exploitation, ça ne suffit pas à couvrir les besoins, c'est évident. Mais ça montre aussi qu'un marché peut finir par se mutualiser sur de la PE sans dommage, parce que de la PE suite à cyber, c'est de la PE sans dommage. Et donc, finalement, avec la volonté d'un marché, la patience, le temps, la documentation, on finit par y arriver. Voilà. Donc voilà cette cartographie. Voilà. On voit qu'on a Frédéric et Jean-Baptiste ne sont pas totalement alignés sur la carence, pas totalement non plus alignés sur la PE sans dommage. Voilà, comment est-ce qu'on les met d'accord? Donc l'exercice qu'on vous propose ici, c'est de dresser un peu le portrait robot du risk manager qui pourra accéder à la garantie. Donc on est sur un profil assez exigeant. Il faut mettre de la prévention dans le sujet, c'est-à-dire qu'aller voir l'assureur sans avoir déjà analysé son risque, mis en place une première couche de risk management, je dirais que c'est peine perdue. Donc il faut que le risque soit connu et qu'il soit déjà managé en interne. C'est-à-dire que le risk manager qui imagine de pouvoir déverser un risque inconnu, non visible vers son assurance, c'est pas la peine. Il faut être pas trop pressé, on vous l'a dit, il faut faire une analyse de risque avec l'assureur, donc on est sur des processus longs d'acquisition de l'information, donc voilà, on ne doit pas être en réaction, comme l'a dit Frédéric, d'un événement et puis vouloir signer dans la semaine. Pas totalement fauché, bah oui, elle a un coût, cette garantie, on est sur du risque de pointe, on est sur des rate online, donc il faut un budget. Co-concepteur, imaginez qu'on puisse travailler avec un courtier, drafter la police et puis aller la vendre à l'assureur pour lui faire signer
en aveugle, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment que l'assureur soit impliqué dès les premières étapes de construction de cette garantie qui, par définition, est spécifique. Il faudra être pédagogue parce qu'il faudra également l'expliquer à tout le monde, expliquer son risque au courtier, expliquer son risque en interne à l'assureur. Donc il faut bien comprendre de quoi il retourne avant de se lancer dans le processus. Et pas myope parce qu'il faut être en anticipation de ce qui peut se passer. J'ai bien aimé la remarque de Laurent qui citait le fait que le risque sanitaire n'apparaisse pas comme un risque spécifique. Puis voilà, aujourd'hui on est dedans, donc il faut être essayer d'être dans l'anticipation et puis également humble par rapport à ce qui peut nous arriver. Alors comment faire évoluer justement, que ce soit d'ailleurs pour la carence ou la PE sans dommage, la manière, le questionnement finalement que l'on demande à l'assuré. Donc aujourd'hui, on a tous conscience que le questionnement, donc c'est un questionnement d'assureur, et l'assureur finalement il répercute ses propres questions directes, sa propre angoisse et celle de ses référents. Finalement, c'est des questions assez normatives, j'allais dire assez basiques, mais en même temps qui ne font pas trop avancer la réflexion. C'est des listes de fournisseurs, des listings. Moi, j'ai un client récemment qui me disait, puisque c'est ça, on va avancer, on va envoyer notre liste de 4000 fournisseurs et comme ça, tout sera dénommé. Et c'est pas évident de répondre à cette objection quand on est courtier, parce que finalement, voilà. Ouais, j'avais dit question idiote, réponse idiote. Voilà, je m'étais pas permis de le dire, mais effectivement. Donc l'autre point, c'est effectivement des questions. Voilà, est-ce qu'il y a des backups, est-ce qu'il y a des sources doublées? Je parle chez les fournisseurs. Voilà, j'ai déjà traité le sujet, extrêmement compliqué, et puis surtout c'est un peu basique, quoi. Est-ce que le PCA est conforme à la norme 22301? Voilà, on a parlé avec Laurent qui connaît bien le sujet, les gens d'Arenji chez nous connaissent bien le sujet aussi. Clairement, la norme 22301, n'est-ce pas Hervé, c'est bien, c'est important, mais c'est pas l'essentiel. Le sujet n'est pas là, quoi. Le sujet il est beaucoup plus. Voilà, il faut arriver à prendre la dimension et raisonner en théorie des systèmes sur des approches holistiques, méthodologiques, et c'est comme ça que ça doit évoluer, et pas simplement sur du questionnement purement assureur, ce qui veut dire qu'il faut co-construire. Donc, Jean-Baptiste. Très belle transition. Et merci d'avoir pris le point de la liste des fournisseurs, parce qu'effectivement, je me sentais un petit peu seul sur ce point. Merci. La transition est toute faite. Il faut basculer cette liste, qui est aujourd'hui malheureusement indispensable, vers la maturité du risk management de la supply chain. Vous avez développé des gradings techniques de la qualité de vos risques sur vos sites assurés. Les qualités de grading, incendie, bruit de machine, CatNat, dommages, PE. Développez, s'il vous plaît, des indicateurs, des paramètres d'analyse de maturité du risque supply chain. Alors, vous pouvez vous entourer de consultants, vous pouvez vous entourer de courtiers, il y a certaines méthodologies, SCOR, ASOP, Supply Chain Risk Management, AMDEC. Choisissez celle que vous voulez, mais il faut arriver à se dire quelle est ma résilience? Est-ce que je suis mature dans la résilience de ma supply chain? Si je peux rajouter quelque chose, Jean-Baptiste, il y a un élément qui parce qu'on a dit des choses qui peuvent paraître évidentes et on se demande pourquoi on les a jamais faites. Et en fait, il y a quelque chose qu'on ne mesure pas, sauf à baigner dedans, c'est la problématique des grands nombres. Avoir de la visibilité, ça paraît être juste une évidence, sauf que c'est tout sauf facile. Dans la plupart des entreprises, alors il faut encore une fois les distinguer, mais si on est dans du manufacturing, enfin si on est dans du process, je vais commencer par là, ce sont des centaines de fournisseurs en rang 1. Si on est dans le manufacturing, on va parler de milliers. Et quand je parle de fournisseurs, je parle de gens qui vous envoient des factures et que vous payez. Je ne parle même pas des usines qui produisent des pièces qui vous sont livrées. Et celle-là, c'est probablement un facteur 2, 3 en fonction des entreprises. Et on a du mal intrinsèquement dans les systèmes à les identifier. Pourtant, c'est celles-là qui font qu'on a de la visibilité ou on n'en a pas. Donc c'est prendre conscience de ces ordres de grandeur pour se dire que plutôt que d'enfoncer des portes ouvertes et de demander à avoir de la visibilité sur un rang 1, un rang 2, un rang 3, remonter des chaînes comme ça, on atteint rapidement des dizaines de milliers d'éléments
Donc nous, on a l'habitude de dire que la supply, contrairement peut-être à des problématiques de risque comme le dommage, qui sont des problématiques certes compliquées, mais on arrive assez aisément à faire des root cause analysis lorsqu'il se produit quelque chose et en tirer des enseignements. Dans la supply chain, on est dans ce qu'on appelle un modèle complexe. Et la grosse différence entre un modèle complexe et un modèle compliqué, c'est que le modèle compliqué, on arrive à le modéliser. Le modèle complexe, ce sont des centaines, des milliers d'éléments qui interagissent les uns avec les autres et de façon indépendante. Donc il y a probablement des laboratoires de recherche opérationnelle ou des thésards qui se lancent dans l'exercice. En revanche, dans la vraie vie, dans le monde opérationnel, c'est juste pas possible. Donc il faut trouver d'autres voies pour adresser ce risque-là. Je voudrais faire part d'une expérience à laquelle Faurecia se livre depuis 2 ou 3 ans post-Recticel. Donc voilà, le top management avait challengé la direction des achats sur sa visibilité par rapport aux fournisseurs. En gros, la question, c'est des Recticel, vous en avez combien dans les supply chain? Pas de réponse à l'époque. Donc il y a une vraie motivation de la fonction pour essayer finalement d'ajouter à son radar, parce que le risk management des fournisseurs, ça existe depuis longtemps, mais on va plus les ausculter sur l'aspect robustesse financière, capacité à délivrer en coût et en délai. Par contre, le risque physique, risque incendie, exposition au risque naturel, c'est pas dans le radar des acheteurs. Donc on a coopéré avec les acheteurs, c'est-à-dire la fonction risque management, pour leur apporter des méthodes. On a également collaboré avec Q qui nous aide en termes de méthodologie. L'idée, alors il ne s'agit pas de faire une photographie de la supply chain, une étude supply chain. L'idée, c'est vraiment de construire une routine de risque management qui vient s'intégrer aux outils opérationnels des acheteurs, leur tableau de bord existant, mais on vient injecter dans leur tableau de bord la qualité en termes de risque incendie, de protection incendie des sites, leur exposition au risque naturel. Donc on voit qu'on a un vrai saut qualitatif par rapport à la liste traditionnelle des nommés, dénommés. Qu'est-ce qu'on fait d'une liste? Moi, j'en sais rien. Si on arrive à apporter une information sur les bons sites fournisseurs et les mauvais, plus une qualification de leur criticité. Est-ce que c'est vraiment un nœud qui contrôle un grand nombre de véhicules et donc une forte exposition en perte d'exploitation? Et si on est capable de qualifier, de ranger dans 2-3 paniers, bon risque, mauvais risque ou risque moyen, et qu'on est capable derrière, en coopération avec le fournisseur, d'amener les mauvais sites à un niveau standard, ça veut dire qu'on aura identifié les Recticel bis et on les aura sortis de la zone de risque. Donc on est dedans, c'est compliqué, Laurent l'a dit, on est sur des milliers de sites, donc dès qu'on a de la masse, c'est douloureux, c'est cher, c'est lourd. Et la réflexion qu'on se fait aujourd'hui, c'est que nous seuls, Faurecia, on n'y arrivera pas, donc il faut qu'on ait une réflexion filière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille avec les autres donneurs d'ordre, les autres équipementiers, qu'on partage ce fardeau, premièrement. Et on se dit qu'on est finalement, c'est pas notre métier de collecter ce type d'informations, et on imagine de finalement susciter la création d'un tiers expert qui pourrait tenir à jour cette base de données pour nous, dans un cadre organisé contractuellement, de confidentialité, et on viendrait acheter cette information plutôt que de la produire par nous-mêmes, parce que notre métier, c'est de faire des planches de bord, pas d'interroger les fournisseurs sur le risque incendie. Voilà, on en est là, et on continuera parce qu'on pense que c'est la seule manière déjà de se protéger nous, et puis également de continuer à dialoguer avec l'assureur pour bénéficier de ces garanties en carence de rang 1. Alors avant d'aller à la séquence suivante, on a voulu faire une fiche un petit peu pédagogique. Tu peux mettre l'ensemble des éléments, une fiche un petit peu pédagogique sur la construction et la co-construction d'une solution de PE sans dommage. Alors Michel, si tu t'autorises, c'est la seule fois où je vais prendre la posture du risk manager. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été dites, donc c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes. Si on jalonne en 4 étapes la co-construction d'une PE sans dommage, je pense que la plus importante, c'est la première, c'est celle d'état des lieux. Il faut faire une étude de faisabilité. C'est quoi l'étude de faisabilité? C'est est-ce qu'il y a une convergence de volonté entre le courtier, l'assureur
et l'assuré une convergence de volonté à construire cette PE sans dommage. On en a parlé du budget, on a parlé de la prise de risque potentielle via une captive sur ces garanties, on a parlé du temps d'accès à la garantie. Il faut vraiment distinguer l'achat impulsif dont a parlé Frédéric versus cette convergence de volonté. Dans cette étude de faisabilité, le risk manager doit se retourner en interne, voir s'il a effectivement les bonnes connexions avec le supply chain manager, avec le directeur de la qualité, le directeur des achats, regarder si des méthodologies d'analyse des fournisseurs existent, si la criticité des fournisseurs est déjà établie, avant de passer à la partie analyse des risques, qui a un poids important dans le temps d'accès à la garantie. Et, je dirais sans trahir de secret, cette partie d'analyse des risques va avoir pour objectif principal de répondre à la question suivante. Encore une fois, je suis le risk manager. Comment suis-je organisé pour faire face à une interruption de ma supply chain ? Est-ce que je suis capable de prendre des scénarios passés, à venir, pour dire j'ai eu ça, j'ai eu tel événement, j'ai eu tel impact, qu'est-ce que j'ai fait ? Tout ça pour, encore une fois, qualifier la gestion du risque de la supply chain. L'étape d'après, elle est très simple, puisque de toute façon, pour le montage d'assurance, vous vous entourez d'un architecte d'assurance, qui est un courtier. Et donc vous allez définir les périls. Encore une fois, il y a besoin de certitude de garantie. Vous allez définir votre zone d'occurrence. Qu'est-ce que c'est que la supply chain ? Est-ce que vous mettez bien les fournisseurs ? C'est une évidence, mais Laurent dirait, est-ce que vous mettez bien les clients aussi dans la définition de votre supply chain ? Quel est le périmètre géographique ? Et encore une fois, quelle est la rétention ? Enfin, la partie sinistralité, le contrat de PE sans dommage, c'est un contrat qui doit vivre. Pourquoi ? Parce qu'avec toutes les contraintes qu'on a énoncées précédemment, notamment le budget, notamment la visibilité interne sur ce contrat, si effectivement il n'y a pas des déclencheurs qui permettent de montrer que la garantie existe, c'est un contrat qui ne sera pas pérenne. Donc la question en tant que risk manager, c'est de dire comment j'ai remonté les sinistres sur cette nouvelle garantie, puisque finalement, par définition, le groupe n'est pas forcément informé que j'ai une garantie sur ces nouveaux événements. Quelles vont être les méthodologies d'indemnisation, qu'est-ce que je peux faire en termes d'augmentation de garantie, de réduction de garantie, tout ça dans l'esprit de pérennité de la police. Et donc ça fait la belle rétroaction qui est bien tentrée. Non, ce n'est pas le bureau de Tancred. Donc on a réussi à aligner tout le monde, on a une police. Voilà, on est Jean-Baptiste, Frédéric et moi sommes d'accord, on a notre police, c'est magnifique. Et ben, on va la faire entrer en collision avec la duralité de la gestion de sinistre. On est dans de la perte d'exploitation, on est dans de la complexité, dans du chiffre. Tancred, comment on s'en sort ? Merci Michel. Et effectivement, dans les services sinistres des assureurs, des courtiers et chez les experts, vous le savez, on a l'habitude de dire qu'on est là pour assurer le service après-vente de contrats et de produits qui ont été conçus par d'autres. Or, comme le rappelait Michel tout à l'heure, les garanties carence et plus encore PE sans dommage sont des garanties relativement récentes sur lesquelles on ne peut pas se prévaloir de centaines de milliers de dossiers qui nous auraient permis au fur et à mesure de peaufiner des wordings et d'arriver à capter tous les cas concrets. Ces sinistres sont par nature protéiformes, ils ont tous une forme de parfum d'exotisme, qu'on parle de Tianjin, de Recticel, des gilets jaunes hier ou du coronavirus aujourd'hui. À chaque fois, on s'aperçoit qu'on est dans une situation où la nouveauté nous surprend et challenge un peu nos habitudes. Comme vous le savez, un des fondamentaux de notre métier, c'est d'essayer de faire rentrer le réel dans le cadre conceptuel d'un contrat. C'est l'exercice qu'a essayé de faire tout à l'heure Frédéric avec brio sur le coronavirus. Et c'est une vraie difficulté sur tous ces événements qui sont toujours nouveaux, qui sont toujours différents. On n'a pas parfois besoin d'un sacré forceps ou d'un sacré chausse-pied pour arriver à faire rentrer ça dans le cadre étroit du contrat. Et pour illustrer mon propos, je voulais revenir sur deux sinistres particuliers qui ont suffisamment défrayé la chronique ces dernières années pour que je pense que la plupart des personnes de cette salle en aient été informées ou aient eu à travailler dessus, et qui sont en même temps suffisamment éloignés pour qu'on puisse les réaborder maintenant de façon un peu plus sereine et faire avec vous un exercice de retour d'expérience pour voir ce qu'on a pu apprendre sur ces sinistres-là et comment ce qui avait été pensé par la partie gauche de cette table a dû être mis en musique par la partie droite. Le premier, c'est Recticel, il a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Vous en souvenez vraisemblablement, c'est un fournisseur tchèque qui est très en amont dans la chaîne de valeur de l'automobile européenne et au-delà, qui a subi un sinistre en 2017, un incendie, et qui a pu conduire à des carences extrêmement complexes avec des effets croisés qui ont surpris le marché.
Sur le schéma que vous voyez là, vous voyez des interventions qu'on a eu à faire pour le compte de plusieurs assurés qui ont subi à la fois une carence parce qu'ils étaient clients directs de Recticel, et donc assez classiquement carence de rang 1, carence directe, quelque chose qui est en général assez largement assuré, mais ils ont eu par une espèce de rétroaction des clients constructeurs automobiles qui ont eu leur chaîne arrêtée à cause du manque de pièces qui ne passaient pas nécessairement par ce même assuré, mais par d'autres fournisseurs qui eux-mêmes allaient chercher des sous-ensembles chez Recticel. Donc c'est une carence indirecte, comme vous le voyez là sur la flèche verte en haut. Ce n'est pas forcément les mêmes conditions de garantie et ça oblige pour les experts à trouver, à analyser avec finesse la différence entre ces deux types de garanties, quelles sont leurs conséquences financières. Et ça oblige aussi à un effort de pédagogie particulier parce que pour les gens dont on ne sait pas le métier, nous on sait facilement faire surmonter ce genre d'obstacles, mais pour des CFO, pour des patrons de business unit, ils voient ça comme un événement unique et ils ont du mal à saisir pourquoi il peut y avoir des différences de garantie là-dessus. Un autre point qui est complexe sur toutes ces grandes supply chains internationales, c'est la notion de définition de la perte de marge, puisque la perte de marge de ces grands groupes est caractérisée en regardant un petit peu la valeur ajoutée qui est apportée à chaque maillon de la chaîne, et elle se traduit entre autres par la notion de prix de transfert. Et ces prix de transfert, qui sont des ventes internes, sont souvent arbitrés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'assurance et qui peuvent conduire à avoir des calculs de marge qui sont déformés en fonction des cas auxquels on est confronté. Dernier point, je passe rapidement là-dessus, il y a des contrats en perte de production, les fameuses gross earnings, gross margin qu'on peut voir de tradition anglo-saxonne, sur lesquels on peut conduire à des ambiguïtés sur la définition de la période d'indemnisation. Voilà, donc vous le voyez déjà sur des sinistres type Recticel, type carence, on est déjà dans une grande complexité, mais on passe encore un cran au-dessus quand on parle de calcul de PE sans dommage. Et là, je voulais revenir sur un autre exemple qui avait défrayé la chronique l'année dernière avec l'Assemblée, c'est bien sûr celui des Gilets jaunes. Là encore, c'est difficile de faire rentrer cet événement que personne n'avait prévu, qui est assez unique dans le monde, dans le cadre des conceptuels de nos contrats. Parce qu'évidemment, au-delà de ce magnifique accessoire vestimentaire que sont ces gilets jaunes, se pose la question de quel est le point commun entre des manifestants qui créent des ordres sur les Champs-Élysées, ceux qui vont immobiliser des ronds-points, ceux qui vont ouvrir des barrières de péage. La question, ou en tout cas la réponse n'est pas évidente, même si la question est légitime. Au-delà de ça, il y a évidemment aussi la question délicate de savoir quel est le point commun entre le manifestant du samedi et celui du samedi suivant. Est-ce que c'est le même événement ou pas ? Bref, là encore, on s'est retrouvé à devoir appliquer a posteriori un contrat qui n'était pas forcément complètement, qui n'avait pas forcément été conçu en ayant en tête ce type d'événement. Dans l'application des garanties aussi, il a été difficile d'arriver à mettre en musique un règlement PE exact. En effet, nous sommes intervenus beaucoup pour des clients qui pouvaient être sur des activités de retail, sur des activités d'hôtellerie et de restauration sur la zone du Triangle d'Or à Paris. Et pour beaucoup d'entre eux, ils étaient couverts par une garantie de type impossibilité d'accès. Et donc, chaque samedi, typiquement, ils avaient des pertes de clientèle qui étaient liées au fait qu'à cause de la présence de manifestants hostiles ou d'injonctions de la préfecture, leurs clients ne pouvaient pas accéder à la boutique et du coup entraînaient des pertes de vente. Mais en revanche, pour beaucoup d'entre eux, ils n'étaient pas couverts pour la désaffection de clientèle, ce qui signifie que semaine après semaine, la destination touristique Paris a été petit à petit boudée par les touristes français ou étrangers et que ça a conduit à une perte de fréquentation qui, elle, n'était pas à prendre en compte dans le calcul de l'APE. Et du coup, on se retrouve à rajouter des degrés de liberté, pour parler comme des ingénieurs, dans le calcul de l'APE qui complexifie les choses, qui nous oblige à construire des solutions plus élaborées, en allant chercher par exemple des points de référence, des statistiques de l'hôtellerie à Paris, la fréquentation des aéroports, des analyses de footfall qui peuvent être faites sur les activités de retail. Un autre exemple aussi assez emblématique d'une garantie qui a pu être mobilisée sur les gilets jaunes, c'est loss of attraction ou la perte d'attractivité. La logique derrière ça, vous la connaissez, c'est de se dire que certains commerces peuvent être
dans le sillage d'un bâtiment, d'une rue, d'un monument emblématique qui draine de l'activité. Et si on essaye d'appliquer, encore une fois, ce cadre conceptuel au phénomène des gilets jaunes, on se retrouve à se poser des questions qui sont relativement complexes, en se disant, par exemple, quelle est la proportion de personnes qui ne vont plus fréquenter un restaurant, par exemple, parce que l'Arc de Triomphe a été sinistré. Quel est le lien entre l'activité de ces commerçants et celle d'hommage à l'Arc de Triomphe? Ce sont des questions tout à fait légitimes, mais dont la réponse est loin d'être évidente, et qui, là encore, nous oblige à construire des modèles divers, complexes, qui prennent en compte beaucoup de variables différentes. L'autre point que je voulais évoquer avec vous sur la difficulté de la PE sans dommage ou des carences, c'est la grande difficulté d'être chez les autres. En effet, on a l'habitude, quand on traite un sinistre classique d'incendie par exemple, d'être chez soi, en tout cas d'être chez l'assuré, et du coup d'avoir un certain nombre de leviers d'action qui sont pertinents et qui nous permettent d'avoir une gestion proactive du sinistre. L'expert PE n'est pas là pour compter les boulons, mais il est là pour aider aussi dans la recherche de solutions qui permettent de faire une reprise d'activité la plus rapide possible. Et pour ça, les assureurs ont mis à la disposition à la fois des assurés et de l'expert PE une arme redoutable qui est celle des frais supplémentaires. Les frais supplémentaires, vous le savez tous, c'est la possibilité pour l'assuré d'engager des frais typiquement d'intérim, de travail de nuit, etc., dont les coûts sont très inférieurs à la marge qu'ils permettent de sauver. C'est un effet de levier important, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours possible d'engager chez des sous-traitants. Il nous est arrivé plusieurs fois d'intervenir chez un assuré qui subissait une carence de rang 1 d'un fournisseur qui avait subi un incendie. C'était un client peu important au regard du fournisseur, mais qui malgré tout fournissait des produits qui, par un effet de levier important, généraient une marge importante chez l'assuré. Or, il n'était pas possible pour nous d'engager des frais supplémentaires, par exemple, pour construire plus rapidement, pour accélérer la reconstruction en faisant du travail de nuit. C'est quelque chose qui n'est pas forcément prévu par les contrats et qui nous fait perdre à tous de la proactivité dans la gestion des sinistres. L'autre élément qui est compliqué, qui est au-delà du calcul PE, c'est qu'évidemment, une partie importante de notre travail, c'est d'identifier des recours pour alléger la charge du sinistre. Et que pour identifier ces recours, évidemment, il faut pouvoir identifier des responsabilités. Et pour identifier des responsabilités, il faut avoir à peu près accès aux causes et circonstances. Et par définition, quand on n'est pas chez soi, on n'a pas forcément accès au site sinistré. Et du coup, il est difficile de comprendre ce qui s'est passé, d'identifier des éventuels tiers responsables et de faire prospérer un recours. Voilà, donc je voulais faire un rapide retour d'expérience à base de quelques exemples je sais pas comment dire, du réel qui se confronte à un cadre conceptuel et montrer sur ces quelques illustrations qu'il est nécessaire de faire cette boucle de rétroaction dont parlait Jean-Baptiste. Et c'était bien l'esprit de cet atelier. Merci. Donc, le mot de la fin pour chacun d'entre vous. Je vais commencer, à la limite, excuse-moi. Je vais citer Brigitte Bocot. Risquons la confiance, et je rajoute sur la carence. Donc moi, la conclusion, c'est qu'en fait, il est hors de question de renoncer aux garanties de carence, hors de question de renoncer à l'idée qu'on puisse développer des PE sans dommage dès lors qu'elles sont structurées et raisonnées. Et pour ça, je tire les enseignements en fait, des success stories, c'est-à-dire la volonté d'un marché, on le voit avec la violence politique, avec le terrorisme, c'est développer le data analytics, le risk assessment, tout ce qui est continuité d'activité. Et pour ça, les courtiers ont un rôle majeur. C'est le fait de se donner du temps. Il ne faut pas être dans l'urgence. Comme dans notre filière d'assurance, on est sur le long terme. Et puis c'est la pédagogie, parce qu'on se rend compte qu'il y a des questions qui viennent de professionnels de l'assurance, sur la PE sans dommage, sur le coronavirus, sur les gilets jaunes. Et on voit qu'il y a du boulot en matière de pédagogie, et pour le coup, le courtier est au centre de ces sujets-là. Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, les garanties PE sans dommage sont relativement récentes. On a besoin absolument de tous ensemble se mettre autour d'une table pour analyser les retours d'expérience des différents événements qui nous ont impactés, pour voir comment on peut améliorer ça et affiner les produits qui sont proposés. Alors moi, étant d'un naturel très optimiste, je me dis que tous les événements malheureux dont on a parlé aujourd'hui sont une formidable opportunité de gagner en maturité. Donc on a vu que l'assurance
était déceptive actuellement. Donc, ça veut dire que, messieurs, mesdames des entreprises, le travail est chez vous et chez nous. Donc, non, aujourd'hui, il n'est plus acceptable de ne pas avoir de visibilité sur la supply chain. Et c'est le cas de la majorité des gens avec lesquels j'ai l'occasion de discuter. Non, il n'est plus acceptable d'avoir des schémas industriels monolithiques, toujours plus loin, toujours moins chers, toujours plus risqués, et qui, lorsque ça casse quelque part, se transforme en catastrophe. Et non, il n'est pas acceptable d'avoir des espèces de PCA conformes à la norme, mais qui servent juste à rien, voire même qui décrédibilisent le risque management lorsqu'on s'en aperçoit. Donc pour moi, les entreprises qui demain existeront encore en la matière et seront plus performantes que leurs concurrents seront celles qui auront investi juste ce qu'il faut dans la visibilité, celles qui auront investi dans la flexibilité pour avoir des amortisseurs qu'elles n'ont plus aujourd'hui lorsqu'il se produit un événement malheureux, et celles qui auront investi dans une continuité d'activité véritablement opérationnelle et surtout coordonnée avec leur écosystème. Parce qu'être parfaitement à même de déployer un PCA si les clients et les fournisseurs ne sont même pas au courant qu'il existe, ça ne sert non plus à rien. En ce qui me concerne, je vais être très concret. Donc on voit qu'il y a besoin de méthodologie. Là, je parle sur la famille carence. Donc on a besoin de se donner de la visibilité sur la supply chain, de faire du risk management. Aujourd'hui, les méthodologies manquent, les bases de données manquent. Et donc j'ai le projet de lancer, dans le cadre de la commission dommage, un groupe de travail sur ces sujets. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, si vous êtes vous-même confronté à ces problématiques, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe de travail. Venez avec votre expérience, vos idées, on mettra ça ensemble parce que c'est la meilleure manière d'avancer. Je voulais remercier les intervenants. Je vous invite à les applaudir. Merci. N'oubliez pas de remplir la fiche d'évaluation. Et puis, on a un temps de questions. Voilà. Il n'y a pas d'atelier derrière nous, donc personne ne nous mettra dehors. Voilà. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Carence de rang 3, enfin, question de rang 3. Je voudrais juste m'élever contre l'injustice faite à la norme et contre cette opposition faite entre norme et efficacité. Je pense qu'on peut trouver de l'efficacité aussi dans l'application de la norme au résultat, mais je sais que nous sommes d'accord en vérité. Mais voilà, c'était pour être un peu plus polémique là-dessus. Je pense que la norme apporte un cadre de réflexion, mais que bien sûr, il ne faut pas perdre de vue que l'important, c'est d'être efficace sur effectivement même un périmètre limité, si on doit commencer par un périmètre limité pour être capable d'avoir de l'efficacité dans le PCA. Mais je crois que c'est effectivement un apport, méthodologique important que de se référer à la norme sans forcément chercher la certification qui, là, pour le coup, n'est pas forcément un ajout notable dans cette notion d'efficacité. Ouais. Entièrement d'accord. Mon point, c'était pour revenir sur le tick the box auquel on est malheureusement trop souvent habitué, mais c'est nécessaire, mais pas suffisant. Merci, c'était un brillant exposé. Je reste un peu sur ma faim sur pas mal de sujets. Déjà, le ratio sinistre sur prime, je pensais l'avoir, mais finalement, je ne l'ai pas eu. J'ai d'un côté, on a parlé de quelques sinistres finalement. Bah oui, quelques sinistres, c'est bien un peu ce que j'ai. 4,7 milliards versus combien, je ne le saurais pas. Je crois que c'était tout à fait intéressant de mêler carence fournisseur et effectivement la garantie sans dommage. Bon, j'ai eu souvent la discussion avec Laurent et c'est normal qu'il reste persuadé. Moi, je reste persuadé quand même qu'il est très difficile de sonder l'ensemble quand on est dans une industrie comme l'industrie automobile et quand on est un équipementier sur 3 ou 4 000 fournisseurs. Je pense que l'araignée, elle évolue beaucoup, elle évolue tous les jours. Donc, ce que l'on a à un moment donné, 0,00, 0,0001, elle est complètement différente. Enfin, elle est différente, donc on n'a jamais quelque chose de satisfaisant qui permettra à l'assureur, lui, d'être satisfait. Il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est effectivement
l'assurance des fournisseurs. Moi, je voulais faire part d'une expérience d'un sujet que j'ai mis en place il y a quelques années. Alors, encore une fois, je crois qu'il y a quelqu'un de mon groupe, de mon ancien groupe dans la salle qui pourrait peut-être en parler. Mais sur des garanties qui ne sont pas des garanties de dommages, mais des garanties de frais de rappel, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement lourd, sur lequel il y a des franchises qui sont extrêmement importantes. Et j'ai travaillé pour essayer de voir comment on pouvait essayer de mettre en place une garantie avec un grand courtier qui se reconnaîtra d'ailleurs sur le sujet, et de convaincre un assureur de bien vouloir jouer le jeu. Et on a pu mettre en place une garantie avec bien entendu l'appui total de la direction des achats chez nous, qui a fait un travail énorme avec des listings de fournisseurs qui ont été donnés à l'assureur pour qu'il ait l'ensemble des données. Et ce que je sais aujourd'hui, c'est que cette police d'assurance, où on a un assureur qui n'a pas été frileux, qui a su jouer le jeu et qui a su engranger de la prime pendant plusieurs années, qui a été amené à payer quelques sinistres. Mais on a aujourd'hui quelque chose qui est assez, je crois, novateur sur ce programme. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions qui peuvent être imaginées aussi en dommages? Il y a celles qui existent en RC, en dommages sur ces sujets-là. Donc, je peux en dire un mot. Donc, je pense que l'initiative que tu décris est vraiment un magnifique exemple de la marche à suivre, puisqu'on a un exemple de système d'assurance, mais qui se base également sur la visibilité, sur la connaissance des fournisseurs et quelque part également sur le risk management, puisque si on identifie dans le cadre de la souscription un fournisseur mal protégé, sans assurance, il sera peut-être identifié, on le poussera vers l'acquisition de systèmes d'assurance. Donc c'est vraiment un exemple de réussite et qui inspire les autres groupes. Merci. Pour revenir sur le cas concret des événements dits des gilets jaunes qu'a exprimé M. Steiner, il semble que certains assureurs, peut-être pas tous, aient tenté des recours contre l'État. Est-ce que vous avez connaissance du résultat de ces actions ? Peut-être que moi je peux en dire deux mots sur la première partie, c'est-à-dire que globalement dans certaines villes, et en particulier à Paris, la préfecture de police nous a tendu la main, parce que c'est elle qui a pris l'initiative d'écrire soit aux experts, soit aux assurés en disant voilà la personne qui a été mandatée pour étudier ces préjudices de façon contradictoire. Donc on a fait cette première partie qui était de définir ça. Ça a plutôt bien marché, en tout cas sur la partie dommages directs, pour le coup. Sur la perte d'exploitation, c'était plus compliqué. Et on est arrivé de façon contradictoire, dans l'immense majorité des cas, à tomber d'accord sur un chiffrage. Après, ce chiffrage a été transmis à la préfecture et je ne sais pas ce qu'il est devenu. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il est trop tôt en fait, pour avoir des résultats des opérations de recours. On sait que l'État a les caisses qui sont quand même globalement vides. Donc les recours, on en parlait déjà en novembre 2005, lors des émeutes, où ce sujet avait été quand même beaucoup porté dans la sphère de l'assurance, où il y avait beaucoup d'articles sur le sujet. Donc beaucoup de recours pour finalement assez peu de résultats. Tout ça repose sur la loi Defferre, la loi Defferre de, je crois que c'est 83, donc avec un cadre qui est quand même particulier, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait préméditation. S'il y a une préméditation, à partir de ce moment-là, l'action est récursoire et sans objet, de par la loi. D'où le fait, et les experts, les courtiers, sont briefés sur le fait de tout faire, évidemment, pour éviter de démontrer qu'il y a préméditation. Concrètement, il faut éviter les caméras, il faut éviter tout ce qui pourrait... si vous avez des gilets jaunes, c'est bien d'avoir un gilet jaune comme ça qui se détache du lot et puis qui part courir vers une boutique. Comme ça, on voit que ce n'était pas un phénomène, on va dire, prémédité. Donc tout ça, il y a tout un corpus d'argumentaire à développer pour ça. Maintenant, pour aller directement à votre réponse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu des résultats ? Les résultats sont rares, je n'ai pas de quantification, par contre il y en a eu. Je sais que par exemple, vis-à-vis de la Tour Eiffel, on est le courtier, il y a eu des en l'occurrence, l'État était diligent par rapport à toutes les casses qu'il y a pu avoir sur le pourtour de la Tour Eiffel. Là, on parle de dommages directs. Là. Oui, c'est surtout ça qui était visé. Les personnes qui ont été désignées par la préfecture de Paris, c'était dans ce cas précis. Sur les là, PE, on parle de dommages, on parle de PE sans dommages. Donc sur les PE sans dommages, quelle a été la réaction des préfets et donc de l'État sur les éventuelles actions de recours qu'ont pu porter les assureurs?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu de... Sur la responsabilité sans faute de l'État. À ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas eu de... En PE, en tout cas, j'ai plus connaissance de recours qui ont abouti en dommages. Et j'ai des exemples qui sont rares, en fait, mais en tout cas, il y en a, encore une fois, dans le cadre de la loi. Sur la PE, de manière générale, les recours en PE, c'est pas forcément le domaine dans lequel les recours aboutissent le plus. Et en l'espèce, moi, j'ai pas connaissance de recours qui aboutit en PE, et encore moins en PE sans dommage. Donc on est bien d'accord, ce problème-là, cet écueil, participe à la difficulté de visibilité d'appréhender cette garantie. Et je suppose que c'est différent en fonction du pays dans lequel on entend souscrire cette garantie. Et je pense notamment au droit de grève. Je dirais que de manière générale, la PE sans dommage, dans le cadre de grève, émeutes, mouvements populaires, on voit sur le marché de la violence politique, où il y avait des velléités d'étendre justement la success story des PE suite à terrorisme, qui, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, a démarré en 2015 à Londres. Il y avait des velléités dans un marché qui était soft dans le domaine du PVT. Il y avait la volonté de développer ça également sur la grève émeute. Il y a eu des contrats qui ont été souscrits d'ailleurs à Londres et qui ont fonctionné dans le cadre des Gilets jaunes. Mais là, c'est vrai que ça fait pchit. Vous en parlez à n'importe quel assureur, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais de violence politique, ils vous diront que les PE suite à grève émeute, c'est pas trop leur intention de souscrire. Alors qu'il y a une très grosse volonté de développer ça, y compris dans le cadre d'un assaillant, sur le terrorisme ou l'assaillant. Voilà. Encore une fois, logique par risque, logique d'exposition par risque, c'est-à-dire d'exposition singulière, versus exposition potentiellement à la fois systémique, c'est-à-dire non maîtrisable, moins maîtrisable dans l'espace et dans le temps. Est-ce que les assureurs effectueront les recours vis-à-vis de l'État pour essayer d'honorer effectivement pour arriver effectivement à aboutir à ce recours? Est-ce que les assureurs vont effectuer l'opération de recours vis de l'État sur les PE sans dommage? Alors, les assureurs effectuent des recours, de là vous dire si c'est systématique. Est-ce qu'ils vont l'effectuer dans le cas précis? Dans ce cas précis, pour autant... Dans le cas précis, effectivement, des Gilets jaunes particulièrement. Alors, quand il y a des garanties de PE sans dommage dans le cas des Gilets jaunes, il y en a, mais il y en a finalement assez peu. La majeure partie, c'est des PE après dommage. Et dans ce cadre-là, quand il y a un recours qui s'exerce pour l'ensemble du volet dommage et PE, avec plus de chances d'arriver. Et les assureurs tentent. Par contre, les assureurs ne sont pas dupes, ils savent très bien qu'il y a une volonté de l'État de faire aboutir l'action qui est quand même assez limitée. Un, parce qu'il joue sur le texte de la loi, qui permet de s'échapper dans le cadre d'actions préméditées. Deux, parce que les caisses sont vides. Voilà, il faut être clair. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, en termes d'expertise et de règlement sinistre, qu'on est face à un renforcement, un durcissement des gestions des sinistres et des remboursements? Indéniablement. La dureté du marché actuel fait qu'on n'est pas du tout dans une logique de négociation, de règlement commercial, où on symboliquement couperait la poire en deux. Chacun a des comptes à rendre, à la fois côté assureur et côté assuré. Et du coup, ça nous oblige à créer des solutions, des calculs qui soient compréhensibles, qui soient vendables, entre guillemets, pour chacune des parties prenantes et qui sont beaucoup moins dans l'approximation. Vous avez une question au dernier rang et au premier. Messieurs, merci pour votre exposé brillant. Ce que je voulais poser comme question, j'ai eu à travailler sur le dossier de la PE sans dommage pendant de longs mois, d'ailleurs avec la GCS également et un courtier. On a bâti un dossier construit avec une méthodologie nouvelle. Et la question que je pose à l'assureur, c'est de se dire finalement, est-ce que dans la PE sans dommage, on ne devrait pas changer notre méthodologie, ne plus avoir la vision carence classique, fournisseur, premier rang, second rang, et en fonction des branches dans lesquelles nous exerçons, nous ne sommes pas dans l'automobile, mais dans la pharmacie vétérinaire, s'axer plutôt sur les risques majeurs qui peuvent toucher l'entreprise et au moyen de la prévention régler nos problèmes classiques de carence simple,
de fournisseurs? Alors merci, c'est une excellente question. J'ai peut-être passé un peu rapidement sur cette partie. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est effectivement une approche par scénario. Oui. Et c'est évidemment l'objectif des PE sans dommage complexes, pour faire écho à Frédéric, où on se met dans une optique d'accompagnement de l'assureur en disant mais c'est quoi votre aversion ultime d'événements sur votre supply chain? Alors je réponds aussi à la question sur rang 1 et rang X. Donc cette démarche de scénario, effectivement, c'est une démarche de co-construction et c'est une démarche qui est appréciée. Après, vous faites état de dire fournisseur direct ou rang X. Il y a, je pense que Laurent aussi l'a précisé, il y a un certain nombre de méthodologies qui existent pour se questionner et pour dire, encore une fois, quelle est ma maturité, quelle est ma résilience de ma supply chain. Et donc, quand on est dans cette démarche-là, on ne parle plus de rang 1, rang 2, rang 3, indirect ou pas. On se dit, j'ai une chaîne logistique que je dois effectivement construire pour qu'elle soit résiliente. Et c'est dans cette démarche-là que le grand pilier de l'analyse de risque, de la co-construction d'un contrat de PE sans dommage, fonctionne. Mais ça contribue aussi j'avais dit que c'était un point important dans le temps d'accès à la garantie. Vous faites aussi partie des rares assurés qui a cette méthodologie intellectuelle et ce mindset de dire je construis quelque chose par scénario. C'est assez rare. Et en se disant que c'est relativement complexe, puisque chaque produit que nous fabriquons requiert 4 ou 5 composants qui, eux, sont pas de la même valeur, pas des mêmes fournisseurs, mais donc chacun peut impacter la chaîne de fabrication. Et sur des risques réglementaires qui sont parfois moins connus des assureurs que les risques classiques liés aux carences habituelles. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que la solution, ce n'est pas non plus l'assurance, hein, c'est aussi le risk management. Je pense que ça a été un point soulevé par Michel. C'est d'abord du risk management avant de transférer. Et donc ces éléments, vous avez tout à fait raison, je pense que c'est collectivement, avec l'appui de consultants et d'architectes, de se dire comment je bâtis ma résilience. Je crois juste pour rajouter, on en avait parlé pendant l'atelier, il y a trois grands inducteurs qui sont fondamentaux pour tenir compte à la fois des risques et de leur assurabilité. Il y a d'une part de savoir si on est dans ce que j'appelle un système oligo-fournisseur, ce qui est plutôt le cas de la pharmacie, de l'industrie chimique, ou est-ce qu'on est dans le cas d'un polyfournisseur, concrètement des milliers de fournisseurs, comme dans les cosmétiques, l'automobile évidemment, l'aéronautique. Est-ce qu'on est en make-to-order ou en make-to-stock? Si on est en make-to-order, c'est-à-dire qu'on produit à propos, en contenu d'une facture, d'une commande, pardon, ou on produit pour stocker, c'est pas la même chose. Alors maintenant, il faut se méfier des faux semblants. On peut être en make-to-stock et en tension. Dans l'industrie chimique, les sinistres BASF l'ont montré. Les sinistres BASF, Evonik également, on peut être en make-to-stock, mais pour autant, si on a un stock qui est en, on va dire, si la demande est plus importante que l'offre et qu'on a un stock qui est faible, par principe, on va vite attention. Mais globalement, le make-to-order est plus sensible que le make-to-stock, et pour cause. Et troisièmement, et là c'est là où l'industrie automobile et ses équipementiers est complètement sensible, c'est le fait d'être ou non dans le cadre d'usines synchrones. Si on est en usine synchrone, eh bien là c'est la bombe atomique sur le système qui est déjà en tension. Voilà. Et donc dans le cas, monsieur, j'ai cru comprendre quelle était votre activité, vous n'êtes pas en usine synchrone, vous êtes plutôt en make-to-stock et vous êtes en oligo-fournisseur. Pour autant, c'est extrêmement sensible quand même, hein, puisqu'on l'a vu avec BASF, avec Evonik. Mais on peut avoir une approche chirurgicale et on peut arriver à modéliser. Dans l'industrie automobile, on est dans un système holistique, qui est un système totalement isotropique, avec des complexités, et on ne peut pas s'en sortir par la pose d'un chalut qui va aller ramasser tous les poissons. Il faut donc avoir une approche méthodologique qui va permettre par analogie d'avoir une idée qui mettra en confiance le marché et qui mettra en confiance les directions générales. Oui, justement, j'ai une question par rapport à la méthode. À travers l'intervention côté assurance, je comprends que pour rassurer l'assureur, il faut être capable d'avoir un mapping précis, avec une vision claire, mais en parallèle, on a entendu qu'il fallait traiter des milliers de lignes d'information, peut-être des millions, avec un système totalement évolutif, quasiment instantané, ou jour le jour. Et du coup, ça c'est très difficile. Et je me demandais si on pouvait être créatif ou peut-être disruptif sur la capacité à présenter des conclusions
Et si on est dans une approche systémique par rapport à ces milliers de lignes qui évoluent en permanence, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les évaluations du monde du vivant, où on accepte, pour étudier le risque d'un virus, de travailler sur un autre virus? Se dire, on fait le raccourci, on n'est pas capable techniquement ou en termes de budget de travailler sur ce virus parce qu'il est extrêmement pathogène, dangereux. On part sur un autre virus que l'on maîtrise et les conclusions qu'on fait sur ce virus sont appliquées au premier virus. Est-ce que sur l'approche supply chain, on pourrait aller vers ceci? Je peux dire un mot là-dessus. Je pense que l'analyse de la supply chain ne doit pas être déconnectée d'un processus contractuel. En fait, l'idée, c'est qu'un fournisseur candidate pour travailler pour nous, pour un client, et on doit injecter dans ce processus d'acquisition d'un fournisseur l'analyse de risque, c'est-à-dire l'embarquer dans un processus achat classique. Si on commence à déconnecter l'analyse de risque du processus contractuel, on aura deux processus qui vont avancer en parallèle, qui vont être découplés, et je ne vois pas comment on y arrive. Alors que finalement, si on rend obligatoire, dans le cadre de l'acquisition d'un marché, la fourniture par le fournisseur des informations qu'on lui demande, son dernier rapport de sécurité incendie, c'est la géolocalisation de ses sites, et on le rend obligatoire parce que c'est une condition de prise du marché, c'est là où on va faire remonter de manière naturelle, systématique et en mise à jour permanente l'information dont on a besoin pour faire le ranking des risques. Moi, si je peux rajouter quelque chose, intégré dans les processus opérationnels, là pour le coup c'est un must. En la matière, le mieux est l'ennemi du bien, c'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est très complexe, donc imaginez avoir une photographie à un instant T et la faire vivre, qui soit exhaustive, il ne faut même pas y penser, ça serait dépenser beaucoup d'énergie en pure perte. À mon sens, il faut faire deux choses, faire du ciblage, c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut me faire effectivement le plus mal, donc quand on raisonne par exemple sur le risque incendie, quels sont les processus industriels chez mes fournisseurs qui sont les plus exposés. Ça ne sert à rien d'aller en premier lieu à adresser les fournisseurs de pièces métalliques. Il vaut peut-être mieux se concentrer sur les gens qui produisent des pièces plastiques. Il y a plus de risques en la matière, et Tissel l'a montré. Et puis deuxième point, pas investir uniquement en prévention, c'est investir en dur dans la continuité d'activité, parce que quand bien même on aura fait un exercice le plus exhaustif et le plus rigoureux possible en matière de carto, il se produira inévitablement quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Alors, on ne sera peut-être pas sur un rang 1, on sera peut-être sur un rang 2. Et puis ce jour-là, la différence, ça sera le niveau de préparation qu'on aura par rapport d'ailleurs à nos petits camarades concurrents. Donc voilà, deux éléments à rajouter. Dans la continuité de la réflexion sur le fait de se raccrocher aux achats, dans le cadre des relations contractuelles entre fournisseurs et clients, dans quelques cas, nous sommes dans des relations d'exclusivité, fournisseur unique. C'est-à-dire que le fournisseur prend une part de risque en engageant des investissements vis-à-vis du risque commercial du produit final. Si le produit final fonctionne très bien, se vend très bien, il va vivre bien. Si le produit ne fonctionne pas, enfin ne se vend pas, il va assumer quelque part une perte. Dans le cadre de cette relation de partenariat très très forte, est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'imposer dans le cadre du contrat, de supporter un bout de cette perte sans dommage? Et ça me fait penser à ce que l'on trouve parfois dans les contrats de baux, avec un outil qui est la renonciation à recours, en disant chaque partie assume un bout du paiement et tout le monde est content. Je pense que là, après, c'est toute la science de l'achat, d'amener à l'objectif qui est d'avoir un fournisseur au bon prix et correctement sécurisé. Je pense qu'il faut plus travailler de manière positive sur détecter les fournisseurs mal protégés et les amener par la coopération, l'incitation à se protéger eux-mêmes, parce qu'en se protégeant eux-mêmes, ils protègent tout le monde, ils protègent toute la chaîne plutôt que la sanction. Donc c'est identifier les risques et puis en dialogue avec le fournisseur, amener à résorber progressivement les points durs, une fois de plus les recticelles dont on sait qu'ils sont quelque part dormants dans notre supply chain. Bon, beaucoup de questions.
question là-haut. On prend la dernière question. Sinon, on va y être jusqu'à l'after d'E.ON. Non. Alors, une dernière question, finalement, en guise de conclusion. C'est ce qu'on arrive, nous, à faire avec nos fournisseurs sous-traitants pour les derniers qu'on homologue et pour lesquels on leur demande de travailler sur des produits qui peuvent rentrer dans le top 10 ou le top 5. C'est de rentrer dans les investissements, et même si nous les partageons, des modes de prévention qui reprennent ceux de nos usines pour effectivement nous prémunir du risque de carence classique lié à un dommage direct. Je crois que vous avez la conclusion de l'atelier. Voilà, le risque management, classiquement, il s'opère sur notre footprint et il faut l'étendre aux fournisseurs. Voilà, et c'est tout le challenge que les risk managers ont à relever. Merci beaucoup pour votre présence, merci pour vos questions. Donc on voit que le sujet est un vrai sujet d'actualité avec beaucoup d'enjeux à relever. Voilà. Et n'hésitez pas à venir à l'AMRAE pour aider à trouver collectivement des solutions. Bonne soirée.